Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e épisode de Jour de Coupe. Déjà, 7e épisode, 6e journée en Afrique, 7e journée en Asie. Voilà, ça fait donc 7 épisodes. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Je vois Règle Rouge, je vois Léopold Delforge 2308. C'est long ton pseudo et merci pour le follow que tu as lâché là il y a quelques instants. Bienvenue à toi. Le rendez-vous de 23h, nous dit Frankie The Beef. Ouais, voilà, c'est ça, de 23h, plus ou moins 10 minutes. Hein, ça dépend un petit peu des autres matchs et le temps qu'on arrive à tous se caler ensemble. Bonsoir à Al-Rami. Match pourri, mais génial, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On sort de ce match-là. Bonsoir à Venera. Bref, voilà, on va, vous le savez, hein, vous en avez pris l'habitude, c'est ce fameux rendez-vous où l'on va débriefer la journée de Coupe d'Afrique et la journée de Coupe d'Asie. On a eu 6 matchs au programme aujourd'hui, de quoi bien charger la journée, bien s'occuper, parfois bien se reposer. On va voir, surtout sur certains matchs asiatiques, mais on en parlera tout à l'heure. Vous le savez, l'émission est divisée en deux temps, d'abord l'Afrique, ensuite l'Asie. Et voilà, on va pouvoir s'installer confortablement. Je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner. Et puis, vous savez quoi, je vais changer. Je vais pas faire d'ordre alphabétique ou rien du tout, parce qu'il y en a deux que c'est bon, vous les connaissez trop maintenant. Je vais accueillir quelqu'un que vous avez déjà lu sur Hello. Hein. Je pense que tu es le dernier arrivé sur Hello. Je pense que tu es le dernier arrivé. En tout cas, c'est la première fois que vous allez l'entendre sur Lucarne Opposé. C'est Kylian Besson. Salut Kylian. Salut, ça va? Oui, je dois être le dernier arrivé, effectivement. Ouais, je crois qu'on en est là. Hein. Ouais. Je pense pas trop me mouiller. Et voilà, on remercie Pure Malte pour le goal de Mi-País, le premier. Le cas, nous dit Frankie The Beef. Ouais, t'arrives avec une réputation, hein, fais attention quand même. Hein. Je suis surveillé, faut que je fasse gaffe. Ouais, Faut que je fasse gaffe à ce que je dis. je pense qu'il va falloir que tu fasses très 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 attention Ouais. à ce que tu vas dire, hein, surtout ici, attention. Hein. T'es surveillé de près. Bref. Kylian Besson, donc, il va nous accompagner ce soir, hein, que vous retrouvez sur Hello parce qu'il écrit, je disais, c'est le dernier arrivé, là, il écrit sur la Saudi Pro League, et vous le retrouverez cette année pour le Japon en plus. Voilà, comme ça. Un petit peu ses premiers amours, on va dire. Hein. N'est-ce pas, Kylian? Ah oui, il manquera juste la Chine, mais comme ça j'aurai mes 3 premiers amours. Mais, bon, a priori, je compte pas encore prendre la place. Ah bah la Chine, il n'y a plus personne qui fait. Hein. Ah oui, ça, il n'y a plus personne. Ouais, non, mais je suis pas assez. La Chine, on avait Seb et moi je suis parti en même temps que le Jiangsu Suning. Voilà, à peu près. Ah, ok. Bah moi, je suis parti en même temps que Dalian. Cette Ah fois-ci, bah, c'est fini. Moi, j'arrête. c'est parti avant-hier, quoi. Ouais, c'est ça. Non, je suivais jusqu'à présent, là maintenant c'est fini. Ah, ça devient, ouais, non, c'est compliqué, franchement, c'est trop compliqué. Bonsoir. Et on va remercier Monsieur Cast 1 pour le follow. Bienvenue à toi. Bonsoir à Paul Le Poulpe. Les deux autres, je disais, vous les connaissez beaucoup. Ce sont nos deux Tunisiens préférés. Je vais y aller dans l'ordre, hein, comme ça. On va commencer par le plus ancien de tous, hein, notre plus ancien, Monsieur Farouk Abdou. Comment vas-tu, Farouk? Bonsoir tout le monde, le plus ancien, oui, ça fait Ah oui, 11 mec. piges maintenant. Donc, 11 piges, hein. si Kylian t'arrive à faire 11 ans en collaboration avec ce vieux ronchon, ce sera déjà un très bel exploit. Après, la question, c'est dans quel état sera le vieux ronchon dans 11 ans, hein. Exactement. Combien de Coupes du Monde, combien de Cannes, combien de Coupes d'Asie vont passer, combien de Copa América optimisées sur le plan organisationnel, allons-nous encore vivre et faire vivre à nos chers auditeurs s'ils sont encore là. Putain, m'en parle pas. Déjà, quand tu vois la couleur de la barbe, tu te dis que dans 11 ans, ça va pas être beau à voir. Hein. C'est vrai, je serais assez curieux de voir ce que ça va donner. Mais Ouais. d'ici là, bonsoir tout le monde. On en parlera dans 11 ans. C'est vrai. Bref, voilà. La Guinée équatoriale sera peut-être championne d'Afrique. En ayant tapé la Tunisie en finale, parce qu'elle joue toujours la Tunisie normalement. Toujours. On les joue 17 fois par an. C'est ça. Bonsoir à Xixon, Venera qui nous dit: y a-t-il encore quelque chose à suivre en Chine? Voilà. Si, il y a toujours des choses à suivre, mais bon, voilà, c'est terrible, c'est triste. Bonsoir Imperator Embrem. Et donc, je disais, le quatrième personne, on va être 4 ce soir, est encore un Tunisien qui va verser quelques larmes, je pense, ce soir, parce que c'était sa dernière sur place. C'est Monsieur Letko. Comment vas-tu? Salut Nico, Farouk et Kylian. D'ailleurs, très content que Kylian nous rejoigne pour un live. Ça va donner plus d'épaisseur à l'émission. Donc ça fait plaisir. Oui, aujourd'hui, c'est ma dernière nuit et journée à Doha. Franchement, j'ai vécu une semaine extraordinaire. J'ai fait à peu près dans les 9 matchs, si je compte bien.
Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'émotions durant le Palestine Émirats Arabes Unis parce que voilà, il y a eu aussi le côté un petit peu Palestine. Et en plus, ma dernière sur place. Donc, je ne te cache pas que Nico, ce soir, j'ai un petit peu d'émotion à quelques heures de prendre mon vol. Voilà. Et ouais. Voilà, voilà. Et de perdre 20 degrés. Exactement, déjà, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Courage. Il faut se En tout cas, préparer. voilà. Et bonsoir au chat. Le chat qui est toujours actif et Exactement. aux anciens. Voilà. Exactement, avec ses habitués, ses petits nouveaux. Tous les soirs, on a des petits nouveaux qui arrivent, ça fait plaisir. Bienvenue sur la planète Hello, hein, comme je le dis en général. Dans les anciens et dans les membres de la planète Hello, je vois qu'il y a Pierre qui est dans le coin, que je n'ai pas salué. Assez surpris de l'Inde, ils se sont mis en route trop tard, mais ils auraient mérité de marquer. Oui, oui, oui. On en parlera tout à l'heure de l'Inde. J'essaierai d'être gentil avec l'Inde, je ne l'ai pas été l'autre jour, mais bon. Kylian va nous parler évidemment forcément de l'Ouzbékistan, entre autres, parce que je sais que Kylian et l'Ouzbékistan, c'est une relation très particulière. On en parlera tout à l'heure. Et non, Farouk n'est pas arrivé en 1983, Pierre, c'est pas très très gentil. Un peu de respect pour les anciens, et j'en fais partie. Je vous connais grâce à Kylian. Eh ben écoute, très bien, nous dit Léopold Delforge. Allez, on y va, on commence, on démarre par l'Afrique, donc par la Coupe d'Afrique. On avait 3 matchs aujourd'hui. On va commencer, on va y aller dans l'ordre. Hein. Forcément, non, t'es pas trop en retard, Sauron, bienvenue à toi. On démarre juste, tu vois, on a fait une intro qui durait 7h28. Donc on va démarrer là, on va y aller véritablement, on va aller sur l'Afrique, je le disais, et on va commencer, on va parler de la Guinée équatoriale, Farouk. On va commencer par ce choc entre la Guinée justement équatoriale et la Guinée-Bissau, et cette victoire équato-guinéenne, 4-2. Ils perdent plus et ils perdent jamais, en fait, la Guinée équatoriale. Hein. Eh bien, Nico, ce que je te propose, c'est qu'on évacue tout de suite le sujet sur la Guinée équatoriale. Ils ont été... Alors moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que tu regardes les 5 premières minutes, ils ont énormément d'espace, ils arrivent avec une facilité très inquiétante dans les 20 mètres, et eux-mêmes se demandent ce qui se passe. Quand on voit les 3 premières prises de balle d'Ibanedou qui a vraiment la possibilité de vraiment lancer Nsoué, il fait 3 mauvaises passes et lui-même se dit mais c'est une tactique, pourquoi les choses sont aussi faciles? Donc la Guinée équatoriale a vraiment mis du temps à s'ajuster, mais la Guinée-Bissau défendait extrêmement mal, prenait de très gros risques, laissait énormément d'espace. Ça a été assez inéluctable que la Guinée équatoriale ouvre le score sur une version un peu plus lente du deuxième but de la Mozambique contre l'Égypte, c'est-à-dire une intervention ratée donnant un face-à-face que Nsoué a bien négocié. Pour autant, à force de se dire que ça allait être vraiment très facile, la Guinée équatoriale s'est un peu déconcentrée. Il y a ce but contre son camp d'Orozco pour l'égalisation, cette action un peu litigieuse, déjugée par la VAR, où je te cache pas, Nico, que même en l'ayant revu 15 fois, j'ai du mal à voir à vitesse réelle qui touche vraiment quoi, ou comment. Mais en définitive, il n'y a pas eu péno. Non, mais j'ai la sensation quand même que c'est les fameux pénaux 21e siècle. Bon. Oui, c'est-à-dire pied en opposition, C'est ça. voilà. Mais c'est cette fois-ci dans l'autre sens, du Ouais. coup. C'est-à-dire que le défenseur a mis son pied sur la trajectoire et est devenu le ballon. C'est ça. Donc, du coup, le péno a été déjugé. La Guinée-Bissau s'est complètement délitée en début de deuxième mi-temps. C'est incroyable. C'est même plus un trou d'air à ce niveau-là. Ça devient n'importe quoi ce qu'ils font. Mais en fait, bon, c'était déjà pas. Et le pire, c'est que c'est tout de même globalement lent des deux côtés. C'est-à-dire que oui. J'ai eu l'impression de voir une équipe lente prendre de vitesse une équipe encore plus lente. C'est-à-dire quand on voit le deuxième but en fait, il tombe un peu tout en faisant sa reprise dans le but vide. Sur son triplé, l'appel de balle, il n'est pas, c'est pas un éclair, mais tout de même, bon, il a le mérite de finir proprement, ce qui lui fait un triplé. Et même le but de Zetourbo pour sauver l'honneur, je crois qu'il contrôle 4 fois avant de mettre la pichenette, voilà. Oui. Mais ceci étant, la Guinée équatoriale
On sait leur qualité, on sait leur capacité à pourrir un match, on sait la hargne qu'ils mettent. Ils ont cette capacité, dès qu'il y a une opportunité importante, à mettre 5 ou 6 joueurs très proches du but, brusquement. Ils sont très agressifs, ils sont très déterminés. Une équipe les a un peu pris par-dessus la jambe, ils ont pris 1 point. Une équipe très faible les a affrontés, ils ont pris 3 points. Donc ils sont très bien placés pour être 8e de finaliste. Oui. Et la dernière fois que ça a été ça, ils ont fait passer 2 heures assez longues pour le Mali, en 8e de finale de la CAN 2021. Ils en sont sortis vainqueurs au tir au but. Là, il y a de bonnes chances qu'ils passent. Et honnêtement, j'aimerais pas être l'équipe qui va devoir se les fader en 8e. Enfin, c'est toujours la même recette. Et ils vont, avec leurs caractéristiques, poser problème à celui qu'ils auront en face. Ouais, alors tu le disais, hein, il y a le triplé d'Ensway. Il me semble que c'était pas arrivé depuis. 2008. Ouais, Je crois c'est que ça. depuis la CAN 2008, il n'y avait pas eu de J'allais dire triplé. 15 ans, mais voilà, c'est ça, depuis la CAN 2008. Après, très honnêtement, ouais, ça va être très compliqué parce que je regardais avant, tu vois, juste comme ça, c'est une équipe qui ne perd plus, en fait. Ils en sont à 12 matchs, je crois, sans défaite. Ouais, ils ont fait des qualifs assez propres. Sauf erreur de ma part, la Tunisie les bat en phase de poule à l'aller. Depuis, ils font un parcours sans faute. Du coup, en match officiel, en phase finale, c'est le Sénégal qui avait mis fin à leur parcours la dernière fois, mais là, ils sont repartis sur de bonnes dispositions. Je ne sais pas quel sera le calcul de se dire on a 4 points, est-ce qu'on joue un peu les choses avec une différence de but de +2, on joue le pays organisateur qui est au pied du mur. Est-ce qu'ils vont reposer des mecs? Est-ce qu'ils vont revenir avec les mêmes dispositions? Statistiquement, on est d'accord que ils peuvent être dans un... Sauf large défaite, ils sont dans un scénario qui leur est favorable. Mais je ne sais pas trop dans quelle disposition ils vont l'aborder le dernier match. Tu crois qu'ils peuvent faire tourner face à la Côte d'Ivoire? Imaginons là toutes les journées, toute la deuxième journée est jouée et que tu as l'impression que les troisièmes vont un peu lambiner sur le chemin. Est-ce qu'ils vont pas se dire bon écoute ça passe, on va la jouer un peu tranquille? Ou essayer de calculer un petit peu la position? Dans le sens, tiens, si je suis premier, je vais me taper lui, donc est-ce qu'il vaut mieux pas que je me tape lui? Enfin, c'est un calcul à la con, hein. C'est Mais, un calcul à la con, mais je sais pas dans quelle mesure jouer la Côte d'Ivoire qui va avoir besoin d'une victoire, est-ce qu'ils vont se donner à fond? Je sais pas si, suivant les scénarios de match, est-ce qu'ils vont pas préférer voir venir? Ouais, c'est possible. On va saluer Gringo qui est arrivé dans le chat. On va remercier Varsa pour le follow. Oui, et puis justement, on va. T'as vu, je suis sympa avec toi, hein, le côté on évacue vite la Guinée équatoriale parce que je sais à quel point c'est un traumatisme cette équipe. Donc je fais la transition, tu vois, la plus douce du monde. On va tout de suite justement se regarder On le peut deuxième match. juste dire un dernier petit truc, c'est Ouais, que vas-y. je sais plus qui c'est qui disait sur notre Discord qu'un Tanzanie-Guinée-Bissau serait un peu la confrontation qui sanctionnerait le 23e contre le 24e. C'est vrai que là, la Guinée-Bissau qui enchaîne les participations à la CAN, là, c'est peut-être une des pires prestations qu'ils aient faites. Ouais, je sais plus qui disait ça aussi justement dans notre Discord en disant que c'est justement ce qui est inquiétant, c'est que c'est la 4e. Et en fait, tu les vois même pas progresser, tu les vois régresser en fait. Non, oui, mais c'est surtout avec la manière de défendre. En fait, ça m'a fait penser, on en parlait hier, la Tanzanie à la CAN 2019, qui avait perdu un match qui leur était promis en laissant des espaces de fou derrière. Là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Le match en question, la Tanzanie avait pris 4 buts, sauf erreur de ma part. Là, pareil, ils ont laissé des espaces de fou. C'est dingue. C'est Oui. dingue. Ah ça c'était oui, c'était je pense que les amoureux de tactique quand ils vont s'ils se posent sur ce match-là, il y a moyen que leur cœur ne tienne pas. Mais même la Guinée équatoriale s'est ah oui, demandé, oui, mais qu'est-ce qui sur se le match. passe? Ils se Oui. sont dit, mais il y a un piège. Qu'est-ce qui, C'est une caméra cachée. même eux, honnêtement, ils se sont posés. Dans leur manière
de pas oser y aller, au début, c'était vraiment très bizarre. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui... Mais vraiment, ils se demandaient ce qui se passait. C'est le fameux culte de la désorganisation pour déstabiliser l'adversaire. Ça a marché. Je sais pas. Oui, ça a pu des limites. Ça a eu très vite des limites. Et donc, voilà, pour rebondir et pour enchaîner un petit peu, parce que donc il y a cette victoire de la Guinée équatoriale qui prend la tête du groupe, concrètement, mais qui est accompagnée tout simplement par le Nigeria, parce que c'était de la grosse affiche qu'on attendait dans ce groupe-là, pour plein de raisons, parce que c'était déjà les deux équipes annoncées favorites de ce groupe, et surtout quand on voit, voilà, on imaginait, on avait des questionnements qu'on se posait, à savoir surtout sur le Nigeria, pour dire les choses, parce que la Côte d'Ivoire avait vécu un premier match plutôt intéressant, plutôt convaincant. Et finalement, c'est le Nigeria qui s'est imposé. Et c'est le Nigeria qui s'est imposé, j'ai envie de dire, 1-0, c'est le minimum, parce que le Nigeria a véritablement contrôlé la Côte d'Ivoire dans ce match. En fait, le scénario nous amène peut-être à penser que, d'une certaine manière, le Nigeria avait joué la Guinée équatoriale peut-être un poil confiant. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment switché, en particulier dans la manière de densifier le milieu, de fermer les espaces. Ce que tu avais annoncé, je te coupe, mais tu avais dit si le Nigeria bloque les couloirs et ferme les espaces face à la Côte d'Ivoire, ça peut être compliqué pour les Ivoiriens. En fait, c'est surtout qu'ils avaient tellement été friables on se souvient du but de la Guinée équatoriale où ils sont tous les quatre en train de suivre le passeur décisif sans réagir. Je pense que ça n'a pas échappé à José Peseiro qu'il y avait un léger petit problème. Hormis la petite faute, je ne sais plus si c'est Sanusi ou Calvin Bassey, la remise de la tête un peu hasardeuse au début du match, qui donne une occasion pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'était au bout de 5 minutes de jeu, genre quasi face à face. Après, le Nigeria a fortement densifié. Tactiquement, ils sont restés sur, des fois on saute le milieu pour aller chercher des duels aériens avec Osimhen. Tout de suite, on cherche des 1 contre 1 avec les deux ailiers. En l'occurrence, là, c'était Chukwueze à la place de Moses Simon. Ce qu'il faisait déjà au premier match. Oui. Mais en fait, ce qui a changé, c'est que par contre, ils ont fortement densifié et coupé un peu là où la Côte d'Ivoire s'est plutôt trouvée à son avantage au premier match, c'est-à-dire la capacité du milieu de terrain à ratisser, le trio Sangaré, Fofana, Kessié, et les différences faites sur les ailes. Là, il n'y a pas eu trop de différences faites parce que ça a été fortement densifié, et sauf erreur de ma part, Jean-Philippe Crasso ne touche pas beaucoup le ballon le long du match. Ouais, c'est ce qu'on se disait un petit peu en off, que ça soit Crasso ou Boga, qui était le choix qui avait été fait de mettre les deux devant. Oui, on les a pas beaucoup vus dans ce match-là, on les a pas beaucoup touchés, on les a pas beaucoup trouvés, et même les changements qui ont été faits ensuite n'ont pas changé grand-chose. Non, ça a été plutôt une capacité à se rapprocher, mais sans pour autant être très percutant. Je trouve tout de même que dans son style particulier, les deux frappes de Seko Fofana, tu peux pas t'empêcher de dire que si ça attrape le cadre, ça fait très très mal. Ça reste une arme que la Côte d'Ivoire va proposer systématiquement, c'est-à-dire cette capacité de Seko Fofana à percuter l'axe et faire des grosses frappes. Tu peux pas non plus te remettre uniquement à ça. Mais une rencontre qui était promise à se jouer sur des détails s'est décidée justement sur ce penalty qui, je trouve ça assez réjouissant, tiré de manière un petit peu plus classico-classique. On s'embarrasse pas de la philosophie. Mi-distance en force au milieu. Pas de course d'élan de merde, une grosse bonne mine plein axe, 1982, on est bien là. Voilà, c'est pour les gens qui sont nostalgiques d'un football un peu plus ancien. On était dedans là. C'était réjouissant. Moi, j'étais content de voir un péno tiré comme ça. Je me suis dit, ah ouais, ça fait trop plaisir. Donc, il le tire très bien. José Peseiro sur le banc, grand sourire aussi. Mais grand sourire de quelqu'un qui sait que son boulot va être pas en danger tout de suite. Donc, bonne opération pour le Nigeria. Sourire du mec qui se dit, je reviens peut-être d'un peu de loin. Oui, c'était exactement ça.
C'était exactement ça. Là, il s'est dit, il était extrêmement sous pression. La victoire arrachée et la manière avec laquelle le Nigeria a résisté derrière était plutôt bon signe. Pour autant, il ne faudra pas. S'ils veulent faire des calculs sur qui affronter et où se positionner, faudra faire le boulot proprement contre la Guinée-Bissau. Et alors, de l'autre côté, Côte d'Ivoire et Guinée équatoriale, il va quand même y avoir un petit peu de tension. Ouais, il risque attention danger. Et justement, on disait sur le match d'ouverture, la Guinée, la Côte d'Ivoire avait justement, on avait parlé de toute cette pression qu'ils avaient réussi à évacuer en faisant un match assez convaincant et tout. Là, du coup, ils vont se la remettre totalement sur ce dernier match. Salut à Leto Desto qui est arrivé. Je sais pas si je t'ai salué, Gringo, mais au cas où je te salue, je crois que je l'ai fait, mais je suis pas sûr. Et là, du coup, ils vont se remettre une forte pression, la Côte d'Ivoire. Tu parlais de Seko Fofana, je pense que c'est un peu ce qui est intéressant, c'est que bon, on a compris que c'était lui, hein, le leader de cette sélection. Il y a aussi une question qui se pose avec Seko Fofana. Tu as dit ses frappes, ils veulent s'appuyer sur ses capacités de percussion. Le problème, c'est que Seko Fofana en 10 perd ses qualités de percussion. Mais le souci, c'est que chacun à sa manière, c'est plutôt des profils un peu similaires. Oui. Ah oui, Chacun des tu parles de trois. Sangaré et Caissier. Ouais, c'est-à-dire que Ouais. chacun, à sa manière, à un moment de sa carrière, a fait 6 ou 8, soit avec de la verticalité, tracter le ballon, proposer de l'impact, mais en définitive, sur beaucoup d'aspects, ils se ressemblent quand même pas mal Complètement. dans l'usage du ballon, dans la manière de distribuer, Ouais, dans le profil. dans le profil, c'est quand même des profils similaires. Ah ouais, on est complètement d'accord. Seko était beaucoup trop haut, nous dit Frankie The Beef. Oui, je pense aussi qu'il était beaucoup trop haut, mais c'est vrai que ces trois profils-là sont très similaires. Et d'ailleurs, il y a tu vois, tu parlais tout à l'heure du penalty qui a un côté réjouissant avec, voilà, un système ancienne école. J'arrive, je mets ma bonne grosse mine plein axe et on n'en parle plus. Il y a aussi, je trouve, un petit côté réjouissant, façon de parler, hein, par rapport au manque dont a souffert la Côte d'Ivoire. Tu disais, hein, Crasso, Boga, on les a pratiquement pas touchés, pratiquement pas vus. Donc, du coup, en fait, il manque un 10 dans cette équipe. C'est réjouissant de voir que quand t'as pas de meneur de jeu, c'est plus compliqué. Non, bien sûr. Et après, la question va se poser de est-ce que la Côte d'Ivoire va chercher à faire en sorte que quelqu'un endosse ce rôle? La Côte d'Ivoire a beaucoup d'ailiers. Je ne suis pas sûr qu'un ailier glisse dans l'axe pour pouvoir endosser ce rôle-là. Et même s'il est très vif, rapide, le petit Karim Konaté, pour l'instant, a plutôt vocation à être quelqu'un qui rentre dans les 10 dernières minutes plutôt que quelqu'un qui va endosser de grosses responsabilités. Et après, entre les Pépé, Bamba, Kwame et Boga, je sais pas si... Moi, je connais pas assez comment la Fiorentina joue. Je sais pas comment Kwame... Est-ce qu'il lui arrive de jouer dans l'axe, sauf erreur de ma part pour Boga avec Nice? Non. Pépé et Bamba, c'est pur ailier. Je sais pas si quelqu'un peut endosser ce côté prendre le jeu à son compte. Bah, sur les attaquants, je sais pas non plus. Ouais, Sur tout à fait. sur les milieux de terrain, quand je vois la liste, je vois pas de 10. Voilà, c'est compliqué, hein. Donc oui, ça peut être compliqué. Après, on l'a dit tout à l'heure, donc tout va se jouer pour eux sur le dernier match. Tout va se jouer sur ce match face à la Guinée équatoriale. Il va y avoir deux questions qui vont se poser. C'est dans quel état est la Côte d'Ivoire mentalement parlant? Est-ce qu'elle est touchée par cette défaite? Est-ce qu'elle se met une pression supplémentaire? Est-ce que se remet une pression et que donc en gros on repart à zéro et en faisant presque all-in sur le dernier match? Parce qu'avec 3 points, si elle gagne pas le prochain match, elle aura au moins 4, ça doit passer quand même. Hein. Oui, Au oui. plus 4, pardon. Oui, bien sûr. Mais je me trompe peut-être, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu une immense grogne. Non, j'ai pas la sensation non plus. J'ai vu des images du public qui sort plutôt. Bon, on a rempli, on a fait l'ambiance. La défaite est fâcheuse, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu de moments de grosse protestation ou de grosse mise sous pression, Et ni dans les ça a réactions poussé. d'après-match. Ouais, et puis pendant le match, ça a poussé vraiment jusqu'au bout. Ça a soutenu l'équipe, ça l'a porté jusqu'au bout. Pour le coup, les supporters ivoiriens ont fait le taf. Hein. Oui, et je n'ai pas l'impression que
il y a quelque chose de pesant qui s'enclenche. Donc, si l'atmosphère reste comme ça, Il n'y a pas de raison il que n'y a ça. pas de raison. Ouais. Et puis, moi, je suis certain aussi que il va y avoir un aspect calcul aussi côté Guinée équatoriale qui va peut-être influencer des gestions de fin de match ou se dire si on a 4 points, on peut s'en contenter. Enfin, à voir. Mais honnêtement, je ne mettrais pas la Côte d'Ivoire vers une trajectoire déconvenue, Ouais. personnellement. Non, ça y ressemble. Bon, après, on est d'accord, hein, ça y ressemble pas non plus. Après, ils sont tombés sur une équipe qui, voilà, tu l'as dit, ça s'est joué à des détails, qui ont été maîtrisés par le Nigeria, mieux maîtrisés par le Nigeria, avec des choses que tu avais pointées en amont, hein, sur lesquelles il allait falloir que la Côte d'Ivoire fasse attention. Bon, elle s'est fait avoir sur ces points-là, mais effectivement, il n'y a pas non plus, il n'y a pas Un seul truc, cataclysme en approche. Hein. les gens qui ont imaginé que Victor Osimhen serait meilleur buteur, après l'occasion loupée, le face-à-face contre la Guinée équatoriale, ils en ont vu un autre beau à la 7e minute. Celle-là aussi, il doit la mettre quand même. Oui. 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 Ça, sur le long Bah, terme, Et puis en plus, j'ai envie de te dire sur le message, parce que Osimhen est censé être le leader de cette attaque. Alors on en avait parlé un peu en amont, hein, sur les premières émissions où on avait évoqué le Nigeria. L'absence de Boniface fait du bien au sélectionneur qui s'évite un mot de tête pour savoir, probablement, hein, qui s'évite quelques mots de tête en termes de leadership en attaque. Mais c'est vrai que pour le coup, pour l'instant, Osimhen a du mal à l'endosser véritablement, ce leadership. Hein. Ouais, mais l'autre aspect, c'est qu'il ne cherche pas il le laisse tout le match. Il ne lui Oui. donne pas l'impression qu'il va partir sur quelqu'un d'autre. C'est peut-être aussi pour ça que Omar Sadik est parti. Vraie fausse blessure. Donc, à voir si la confiance revient. Mais en tout cas, il a l'air d'avoir toujours celle du groupe et de son sélectionneur. En Ouais, parce dépit qu'après, il des fait occasions ratées. il ferait entrer Onuachu en toute fin de partie. Hein, Toute fin, ouais. avec Mofi qui rentre pas. Oui, la pensée pour Terem Moffi, parce que bon. Après, moi, j'avoue que je voyais Onuachu quand il était en Belgique. Je suis pas un grand fan du joueur, mais ça, c'est un détail personnel. Mais bon, Mais sur un parcours de 7 matchs, c'est vrai que c'est compliqué pour Terem Moffi de venir en backup. Qu'on parle plus du fait que le gars qui l'a remplacé rejoue en Espagne, qu'il est promis à peut-être gratter quelques minutes. Ouais, c'est vrai que pour être dedans et se sentir vraiment dedans, c'est pas ce qu'il y a de mieux. bah, disons que pour Moffi, si le sélectionneur est suffisamment malin dans sa gestion de groupe, Moffi, on doit le voir au prochain match. Ben, je suis pas sûr qu'il ait. Pas Même sûr si non c'est le plus. cas, je suis pas sûr qu'il ait plus de 15-20 minutes. Hein. Ça serait déjà ça. Parce qu'il va se dire bon, il reste le match pour le Nigeria face à la Guinée-Bissau. On veut que Osimhen fasse le plein de confiance. Donc Osimhen ne sortira pas tant qu'il en sera Tant qu'il pas n'aura à pas 2 ou marqué. 3. Ouais. Voilà. C'est possible. Ouais. Si la Guinée-Bissau défend comme on l'a vu aujourd'hui, Ah oui. peut-être que ça prendra 30 minutes. Mais je suis pas sûr que Osimhen sorte tant qu'il n'a pas scoré, voire même pas qu'un seul. C'est ça, exactement. Bref, en tout cas, on fait un petit point sur ce groupe A. Hein, je le disais tout à l'heure, la Guinée équatoriale est en tête avec 4 points. Même nombre de points que le Nigeria. La Côte d'Ivoire est troisième avec 3 points. La Guinée-Bissau est à 0 et devrait très probablement y rester. J'ai peut-être déclenché un nouvel effet Hello. Et dans ces cas-là, j'appelle tous les Bissau-Guinéens à m'envoyer des remerciements. Parce qu'on part de loin. Mais bon, on verra. Voilà pour ce groupe qui est d'ailleurs a terminé sa deuxième journée. On va aborder le match du soir et le deuxième groupe, le groupe B. Match du soir, alors on l'a dit, hein, la deuxième journée à la CAN, c'est la journée des chocs entre les favoris de groupe. Enfin, en tout cas, les favoris annoncés dans chaque groupe. Donc, ce soir, on avait droit à Égypte-Ghana. Match nul, 2 buts partout. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de monde aurait imaginé un match nul, 2 buts partout
allez, on À va la dire 40e, à la on en était à 40e, 2 voilà, frappes. c'est ça. J'allais dire, j'étais en train de revérifier le but de Kudus, c'est 45e. Donc voilà, à la 44e minute, je suis pas convaincu que beaucoup de gens auraient misé sur un 2-2. Parce que franchement, match très étrange quand même, hein, entre l'Égypte et le Ghana en termes de niveau sur la première mi-temps, où c'était quand même deux équipes qui sentaient plus la peur qu'autre chose. Oui. Et puis c'est devenu la foire en deuxième en fait. Bah, c'est-à-dire qu'on a eu une mi-temps où la peur et l'enjeu bloquaient un petit peu tout, et une deuxième mi-temps où c'est devenu divertissant à partir du moment où les défaillances ont fait leur entrée. Effectivement, avant la blessure de Mohamed Salah et le but de Kudus, on en était à 2 frappes, tout court. On parle même pas de cadré, pas cadré, on était à 2 frappes en direction d'un ou C'est pire qu'un de Libanchine, l'autre. mec. Hein. Bah oui, 2 frappes tout court. Sachant que dans les 2 frappes, il y a la première tentative de Mohamed Kudus au tout début où il se dit: je suis dans l'axe, j'ai envie de montrer que je suis là, c'est moi le patron, et il essaye d'allumer un pétard qui est contré. Donc ça faisait partie des 2 frappes. Donc ça a été un peu long entre une Égypte, en dépit de la modification d'une partie du côté où effectivement Zizou, Trezeguet ont laissé leur place à Imam Rachour et Marmouche. On sentait pareil cette incapacité à accélérer, galérer vraiment à s'approcher des 35-30 mètres adverses. Et de l'autre côté, le Ghana, qui était dans la même config que le premier match en dépit des modifications, c'est-à-dire des initiatives individuelles, Voilà. sans trop de fil conducteur, chacun qui allumait un peu son truc, en essayant de voir après si les autres coéquipiers ont suivi. Donc ça a été un petit peu le cas avec Kudus, qui a un peu pris le relais de Pencil sur le premier match. À Chimero, on a fait pas mal aussi. Donc ça donnait 40 minutes un peu pauvres. Il y a eu la blessure de Mohamed Salah et donc Mohamed Kudus qui fait un exploit individuel juste avant la mi-temps. Et après, dans la mesure où l'Égypte s'est dit, maintenant on n'a plus l'obsession de se dire Mohamed Salah doit toucher le ballon, doit être impliqué sur toutes les actions, il faut qu'on trouve la solution par nous-mêmes. L'Égypte s'est enhardie, a tout de même pas mal poussé. C'est un peu comme ça que ça s'est débloqué, d'abord avec ce but refusé, puis cette erreur de Inaki Williams avec une passe en retrait dans la course de Marmouche qui n'a pas refusé le cadeau. Ouais. Celle-là, elle est et terrible. C'est là qu'un peu ça s'est déclenché. Donc effectivement, la frappe détournée de Kudus pour le deuxième but, et puis une Égypte qui s'est un peu loupée défensivement en laissant Kudus s'approcher. Puis une nouvelle erreur individuelle de Boukari qui a profité à Mostafa Mohamed, enfin la passe en retrait pour Mostafa Mohamed, et le pauvre Osman Boukari qui a passé 15 minutes sur le terrain, entré à la 73e, sorti à la 89. Il va être bien pour la suite de la compète. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Le Ghana qui donne le nul à l'Égypte, quelle générosité, la Côte d'Ivoire, et surtout le Ghana qui se saborde le match tout seul, ouais, c'est clair. Et l'Égypte qui va affronter un Cap-Vert déjà qualifié. Et c'est ce que j'allais dire derrière. Exactement, si le Cap-Vert s'impose demain, le Cap-Vert sera qualifié. Oui, et l'Égypte affrontera une équipe qualifiée, donc le Cap-Vert de Mozambique de demain va être lourd de conséquences. Exactement, et l'Égypte peut pas s'amuser à jouer le nul face au Cap-Vert. Hein. J'ai une question, messieurs. J'ai une question. Ouais. J'ai vu les résumés de Égypte-Ghana. T'en penses quoi, Farouk, de l'intervention de Jordan Ayew sur la cheville d'un Égyptien? Pour moi, c'est rouge direct. Hein. Ouais. C'est au début, c'est vers le 13e ou 12e minute. Voilà, Jordan, par ailleurs, qui n'a pas été. On est habitué de son comportement sur le terrain. On est habitué à quelqu'un qui a pourri David Beckham pour ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain, qui manquait de respect un peu à tout le monde. C'est lui qui prend un rouge hyper véhément avec l'OM contre le PSG. Je crois qu'il entre en jeu.
Oui, c'est ça, jaune une c'est ça, minute c'est ça. après, jaune 3 minutes après. Ouais. Avec c'est Le ça. Havre? Non, Jordan. Ah, je me suis Non, trompé. Jordan. Ouais, Pas pardon. André. Ouais, c'est avec. ouais. Non, c'est avec l'OM qu'il le fait, je crois. Ouais. Oui, Non, c'est ça. j'ai bugué sur le frère. Donc Non, on je connaît crois un peu qu'il le entre bougre. et puis il prend 2 Ouais. cartons en Ok. 2 minutes. Ouais, ouais je pense que ça doit faire rouge. Ouais. Ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. Oui, personnellement, je ne comprends pas pourquoi le meilleur joueur du Ghana lors du premier match n'a pas joué. Peut-être qu'il y avait une blessure ou Je une baisse de pense aussi. forme derrière, mais c'était assez incompréhensible que. Bah, en fait, Pencil rentre à la 89e. Ouais, il entre, hein. Ouais, je comprends Donc pas. tu peux pas parler de blessure, il entre en jeu. C'est dur, ouais, je comprends pas. C'était celui qui avait le mieux montré lors du premier match. Ouais, et comme dirait Onizuka, Houghton, le criminel, faut le virer, il a saboté l'équipe. On va remercier Swifix pour le follow. Oui, c'est. Alors, Kudus revenait de blessure. Oui, Kudus revenait de blessure. Kudus, voilà, hein, lui, pour le coup, dans la famille, je prends tout sur mes épaules, je vais me débrouiller. Voilà, il a été là. Oui. Pour le coup, il a endossé son rôle. C'est, comme dit Frankie the Beef, c'est magnifique. Par contre, ouais, Kudus, c'est un joueur à part. Formidable joueur. Ouais, Franchement, Mais on formidable. construit pas un Mais parcours avec voilà. 15 mecs. Hein. Oui, c'est un très bon joueur, mais dans cette config-là, le Ghana n'a pas vocation à aller loin. Hein, ou alors, ce serait. Non, t'as raison, Farouk. Je pense pas que c'est un Enfin, peu. tu peux pas faire un parcours, surtout dans ce type de compétition, surtout dans une CAN C'est trop léger. aussi trop léger. relevée, avec Mm. des effectifs en face. Tu vas tomber contre des équipes où il y a des véritables collectifs, où il y a des équilibres, de vrais équilibres. Je veux dire, tu mets ce Ghana-là face au Maroc, bon, tout coup Non, douce mais qu'il c'est soit, surtout, ça va être compliqué quand même. c'est surtout avec des prises d'initiative, chacun en solo, Ouais, c'est ça. qui tente une percée. C'est Il n'y a rien collectivement ça parlant. manque Il y a pas de- d'imagination. Ouais, complètement. Donc voilà, vous en pensez quoi du sélectionneur égyptien Rui Victoria? Ça commence à être chaud pour lui. Voilà. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de sites spécialisés qui vont décortiquer une nouvelle fois avec attention ce qui s'est passé, les manquements, le remplaçant de Mohamed Hani, donc c'était arrière droit, celui qui avait été en difficulté contre le Mozambique. Son remplaçant pas non plus vraiment marqué des points. Le fait qu'ils sont 4 à être potentiellement sur la trajectoire de Mohamed Kudus, même si Mohamed Kudus fait une accélération sur 3-4 pas qui est vraiment impressionnante avant de déclencher la frappe, mais ils sont 4 autour, il y a un manque d'agressivité. Il y avait déjà eu un début sur le de premier déclat. sur le premier but, aussi rapide soit-il, il y a quand même une sacrée fenêtre de tir. Hein. Oui, c'est vrai, mais après Égypte-Mozambique, il y a eu des anciens champions d'Afrique avec l'Égypte qui ont commencé à dire que c'était une friabilité qui n'était pas digne d'une Égypte candidate au titre, donc avec des gens qui ont gagné 2 ou 3 CAN, généralement quand ils s'expriment, les médias les écoutent et l'opinion les écoute. Là, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas une autre salve qui va remettre le sélectionneur sous forte pression. Ouais, surtout que je le disais, hein, l'Égypte a 2 points. Alors je ne sais pas, Paul Le Poulpe, si c'est un problème de concentration pour l'Égypte, parce qu'il y a quand même des choses, et des choses que tu avais soulignées, hein, par exemple, Farouk au premier match, où on s'était dit, tiens, l'Égypte, elle a dû se sentir forte d'avoir marqué d'entrée, hein, on se souvient, Mostafa Mohamed avait marqué d'entrée de match, et derrière n'avait jamais accéléré en se disant, bon, ils ont peut-être pris le match en se disant, ça va, easy, et derrière tu t'endormes, tu ronronnes et tout. On a quand même toujours le même problème hein, avec cette Égypte. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à accélérer. Je trouve que du fait, en fait là, on va peut-être falloir trouver une autre config, mais du coup, il n'y a pas une vraie animation axiale pour s'approcher de Mostafa Mohamed, qui est quand même un attaquant où si tu lui apportes pas la balle dans la surface, c'est compliqué. Et puis je vais même te dire, dans l'autre sens, même par rapport à Mostafa Mohamed, c'est un attaquant, si tu lui donnes le ballon dans la surface, tu sais que ça va faire danger violent pour l'adversaire. Oui, mais si tu ne connectes pas avec Ah lui oui. facilement et que tu continues sur une animation sur les ailes où
ni t'accélères, ni tes centres sont intéressants, ni il y a de la percussion, chose que les ailiers qui se succèdent ont beaucoup de mal à mettre. Si, bon, bah, Omar Marmouche a un peu marqué des points, là, je pense qu'il va devenir incontournable, mais il y a tout de même une incompatibilité entre le profil du 9 et ce que tu animes autour. Ouais. Donc, ça manque d'un 9,5 que Mohamed Salah n'a pas l'air de trop envie d'avoir. Et puis maintenant, on va se poser la question de son indisponibilité. Oui, parce que là, c'était musculaire et à mon avis, il sera pas là au prochain match. Hein. Oui, ou alors, il a été prudent. Ou alors, il a chanté une petite pointe et il se dit, oh là, je prends pas de risque, je serai là au prochain. Il y a On peut-être pourrait de ça vérifier, aussi. sauf erreur de ma part, il n'y a pas eu encore de report Non, j'ai rien vu passer non plus. sur le sujet. Voilà. Pencil, je ne comprends pas pourquoi il n'était pas titulaire. Faire entrer Boukari 20 minutes, puis le ressortir à la 89e et faire entrer Pencil. Mais de toute façon, Houghton avait déjà mauvaise réputation en Angleterre. Il avait failli faire descendre Brighton en Championship. Voilà. Bon, là, il fera pas descendre le Ghana en Championship, mais Bah, surtout que l'atmosphère, elle est assez pesante. Il y a une espèce de prise à partie / agression d'un supporter à l'hôtel à la fin du premier match qui a un peu tendu l'entourage et ça a un peu crispé tout le monde. C'est pas une atmosphère vraiment favorable. Mais oui, il est lui aussi très très critiqué. ouais, bah forcément, hein, forcément. Donc voilà, on le disait, le Ghana a 1 point, ce qui veut dire concrètement qu'une victoire du Cap-Vert demain, donc on l'a dit, qualifie évidemment le Cap-Vert, et en plus de qualifier le Cap-Vert, lui assure la première place. Oui. Et là, pour le coup, Et celle-là, fallait la voir venir. c'est une bénédiction. Bah, ça va être une bénédiction et un cadeau empoisonné pour l'Égypte à la fois. Oui, exactement, exactement. Donc première place assurée demain pour le Cap-Vert s'il gagne. Et j'ai envie de dire, vu la beauté de leur maillot, ils méritent d'être premiers de ce groupe. Ça, c'est un détail hyper footballistique, hein, vous en conviendrez. Mais ils ont bien joué aussi, ils ont bien joué. Ils ont battu Oui, le oui, Ghana non, sur le ils ont terrain. été hyper intéressants sur le C'était premier match. enthousiasmant. Ouais, Ça va être un léger avantage au Cap-Vert, mais ça va être aussi bien. Donc c'est un match fondamental. Ça va être intéressant à voir. exactement. Et ça sera le match de 15h demain, le premier de la journée, donc 14h, hein, heure de Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça sera le match qui va ouvrir la journée de demain. On va y glisser vers cette journée de demain. Donc je rappelle juste brièvement dans le groupe B, Cap-Vert premier, 3 points, un match de retard. Forcément, l'Égypte a 2 points. Elle est pour l'instant deuxième devant le Mozambique et le Ghana. Et comme la dernière journée, c'est Cap-Vert-Égypte et Mozambique-Ghana, bah, vous avez compris que l'Égypte a tout intérêt à véritablement gagner son dernier match, mais on verra aussi en fonction de ce qui va se passer demain pour le Cap-Vert. Justement, ouais, le groupe est très très incertain. Je vois ton message. Juste une petite dernière parenthèse sur ce match de l'Égypte. Paul Le Poulpe nous dit, même s'il n'est pas forcément coupable sur les buts, je ne sens pas le gardien égyptien El Shenaoui très serein. Je ne sais pas si on peut lui reprocher grand-chose sur les buts, parce qu'il y a eu ce discours aussi, hein, sur le Discord, sur il pourrait faire l'effort de tendre les bras sur le premier but. Franchement, voilà. En fait, je comprends les deux remarques parce que c'est l'impression qu'il dégage. Il y a quand même un léger manque de mobilité qu'on voit sur la dernière sortie dans les arrêts de jeu, qui est totalement ratée sur corner. Et que si le corner est un peu mieux tiré, cette sortie est tout à fait fatale. C'est aussi un côté, sur certains contacts, il met du temps à se relever. En fait, c'est une impression globale qui est équivalente à la transformation qu'il y avait eu à partir du moment où c'était le gardien remplaçant, Gabaski, qui avait pris le relais lors de la dernière CAN, qui lui était beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus réactif sur les arrêts. En fait, c'était toute une gestuelle, mais là-dessus, El Shenaoui, il n'envoie pas la même impression. Donc, ouais, le body language, quoi. Je comprends ce qui a été dit comme remarque sur les deux aspects. Ouais. Bon, voilà, bref, en tout cas, on verra. Bon, normalement, il sera dans les buts sur le dernier match aussi. Il n'y a pas de raison à ce qu'il saute à cause de ce match-là. On ne sait jamais. Hein. Mais bon. Bref, le programme de demain, je le disais, Cap-Vert-Mozambique pour ouvrir la journée à 15h. Et forcément, à 18h, c'est le match que tout le monde attend.
puisque c'est le fameux Sénégal-Cameroun. On se souvient du Sénégal, on le disait la dernière fois, qui a envoyé un vrai message au continent en disant va falloir que vous haussiez le niveau pour venir chercher notre couronne. On a vu d'un autre côté un Cameroun, comment dire, voilà, je laisse les 3 petits points. Crispé. Mine de rien, pareil, même type de scénario. Si ça se passe pas bien pour le Cameroun, si par exemple le Cameroun venait à perdre, déjà, ça serait très 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 compliqué d'aller chercher quelque chose après. Hein. C'est vrai, mais tu joues pour conclure une Gambie qui a très mal démarré. Donc, Mais qui s'est fait. Ouais, mais la Gambie, bon, on va voir. La Gambie, c'est le match de 21h, hein, Guinée-Gambie. On verra Ouais. justement, j'ai presque, je vais pas dire la vraie valeur de la Guinée, mais ce qu'elle peut envisager dans ce groupe-là, parce que, tu vois, on en parlera tout à l'heure avec la Palestine après son premier match face à l'Iran. Bon, la Gambie, elle a pris un monstre d'entrée, quoi. Donc, tu vois ce que je veux bien dire? sûr, bien sûr. Mais la Guinée, il va falloir qu'elle montre qu'elle arrive à dominer la Gambie. Oui. Et personnellement, je pense que le Cameroun aura toujours un joker, mais je trouve tout de même, sur la base de ce qu'on a vu et sur la base de la sérénité qu'envoie le Sénégal, je persiste à croire que le Sénégal est favori de ce match. Je pense Large. aussi. Hein. Et dans ces cas-là, on se retrouvait. Enfin, on verra demain, on fera les calculs demain. Mais à Le force de dire Cameroun que tout le perd, monde va Eto'o avoir sera 4 titulaire au prochain match. À force de se dire depuis 2 semaines que tout le monde va avoir 4 points, peut-être que tout le monde va avoir 4 points. Hein. On Ouais, va se retrouver comme en des fait, cons. bah ouais, non, mais c'est ça qui est drôle parce que effectivement, voilà, c'est un peu notre fil rouge de ces émissions, c'est la fameuse course aux 4 points. Avant qu'on s'aperçoive que, bah, par exemple, en Coupe d'Asie 2019, bah, il y avait qu'une seule équipe qui avait 4 points, les autres ils en avaient 3. Finalement, ouais, peut-être que ça va finalement se jouer uniquement à 4 points et qu'à 3 points, bah, tu vas rester, tu vas rentrer à la maison. C'est possible. Du coup, là, on serait un petit peu bloqué. Ouais. Bah écoute, on verra. En tout cas, c'est le match de 18h. C'est forcément la grosse affiche hein, de demain, ce Sénégal-Cameroun. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça sera dans ce groupe C. Pardon. Ouais, et on aura donc fini le groupe B et le groupe C demain. Est-ce que tu as autre chose que tu vois qu'on peut avoir oublié, Farouk, ou je pense qu'on a fait le tour hein. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vais simplement dire que 2 de mes coups de cœur qu'on a vus lors de la J1 rejouent demain. J'aimerais bien les revoir avec attention. J'espère qu'ils vont confirmer, c'est-à-dire Lamine Camara côté Sénégal et Agibou Camara côté Guinée. C'est vrai. Et pour le côté Guinée, on va le préciser, les dernières rumeurs laissent entendre que Serhou Guirassy pourrait être là demain. Oui, j'avais vu passer ça. Après, du coup, ça veut dire que c'est soit Bayo, soit Kamano. Non, c'est plutôt Bayo qui va en faire les frais. Ah, Oui, c'est probablement Bayo qui va en faire les frais. Ouais. C'est Bayo qui en ferait les frais, oui. Donc voilà. Après, c'est pas. Bon. On va pas rentrer dans la considération tactique, on verra demain comment il joue. Mais pour moi, c'est pas tout à fait le même profil que Bayo, hein, Guirassy. Mais bon. Non, plus profondeur. Plus profondeur. Bayo Bah non, Guirassy, non. Bah, je sais pas, je t'avoue, je le vois pas jouer en Allemagne, mais alors à Rennes, si tu me parles de profondeur pour Guirassy, il y a moyen qu'on se fâche. Hein. Eh ben. Parce qu'alors à Rennes, la seule fois où je l'ai vu prendre la profondeur, c'est pour rentrer au vestiaire. Hein. Oui, mais au final, il y a pas mal d'attaquants qui se sont, on va dire, perfectionnés sur beaucoup de profils grâce à la Bundesliga. Et puis j'ai vu tout de même Bayo sur le premier match. C'était un peu le plus statique. Sauf erreur de ma part, c'était un peu le plus statique du secteur offensif guinéen. Ouais, par rapport Celui aux qui autres. participait un peu, ouais, par rapport aux autres, c'était beaucoup plus Kamano et Camara qui participaient au pressing. Enfin, faut voir. Mais ouais, faudra voir. Mais bon, donc peut-être pour les Guinéens, la première de Guirassy dans cette CAN demain, on verra. On surveillera ça avec attention. Et ben voilà, on a fait le tour de l'Afrique. On va remercier Farouk. Tiens, juste un petit retour sur le match de la Guinée-Bissau parce que je l'ai noté, ça m'a fait sourire. Zé Turbo, le fameux auteur du 4-2, du 4-2. Ouais, Junior José Correa
de son vrai nom. Il est quand même, je sais pas si tu connais son parcours, il est quand même assez rigolo. Parce que ce garçon-là est très lucarne opposé. Alors, il a joué en Europe. Mais surtout, il a fait il a fait un match avec Newell's en Argentine en 2018. Il a été à Newell's. Et ensuite, il est parti au National paraguayen où il a fait 3-4 matchs et il a mis un but. Voilà, donc ce gars-là est passé sur plusieurs continents puisqu'il a joué aussi en Asie, il a joué en Chine et il a joué au Qatar. Voilà. Il est bien, lui. Hein. Ouais, et puis mais l'intermède, c'est vrai que l'intermède Amérique du Sud, au milieu de ce CV, il est un peu. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé après 17 prêts? Me demande pas, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai tilté parce que j'ai vu certains médias argentins qui ont dit « Oh, un ancien de Newell's a marqué !» Putain, le mec, il a fait un match avec Newell's. Mais bon. Eh ben, si t'as fait un match, t'es Ah, ancien. mais t'es un ancien, oui, t'es un ancien. Mais bon, bref. Moi, j'ai un maillot de l'Espagnol Barcelone floqué Nakamura. Il a dû jouer 6 matchs. C'est un ancien de l'Espagne. Mais voilà, mais c'est vrai que le passage de Zeturbo en Amérique du Sud et je vais dire en Argentine puis au Paraguay, celle-là, voilà. Bref, c'était la dernière petite parenthèse pour l'Afrique. Je vais te remercier, Farouk. Alors, Farouk, tu n'es pas là demain. Je sais plus quand tu n'es pas là. Demain. Vous ne me revoyez que pour les 8e. Voilà. Et ouais, longue hibernation du Farouk. Oui. Ah, il faut qu'il se repose, hein. Ah bah là, 6 jours sur le pont chaque soir, je peux plus. Hein. Donc on le retrouvera dans plus d'une semaine, hein, le samedi, l'ami Farouk. Donc voilà. Donc je sais que vous êtes tous tristes. Bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il reviendra, il sera là. Mais voilà. Requinqué. Ouais, il sera en pleine forme. La Tunisie sera en 8e, il sera en pleine forme. Voilà. Oui, contre la Guinée équatoriale. Exactement. J'osais pas le dire. Si c'est ça, je me déconnecte. On retrouve Farouk pour Tunisie, Guinée équatoriale en 8e de finale. Merci Farouk d'avoir été là. Bonne soirée. Ouais, salut. On va passer à l'Asie. Donc Farouk Force nous dit les Todesto. On va passer à l'Asie, on va quitter l'Afrique, on va passer à l'Asie. On avait également 3 matchs au menu aujourd'hui. On va faire comme avec l'Afrique. On va y aller tranquillement dans l'ordre. On va commencer par je sais pas si on peut dire le plus beau de tous parce que voilà. Bref, on va commencer par ce Syrie-Australie. Tu peux dire par la sieste, Nico. Tu peux dire par la sieste. Je sais pas. Ouais, voilà, je vois Xixon qui me met les petits Z du dodo. Ouais. Bah oui. Ouais. Écoute, ce match, c'était la sieste. Voilà, tu vois, c'est validé par Xixon. Alors, voilà, vous voyez le résultat 1-0 pour l'Égypte face à la Syrie. Jackson Irvine encore, effectivement. Même si je vous avoue que j'ai beaucoup de mal Enfin voilà, je suis pas forcément un très grand fan de Jackson Irvine, mais bon, c'est pas grave. Moi non plus. J'aime pas du tout. Après, je trouve que ça symbolise très très bien cette Australie de Graham Arnold. On va Ah en oui, parler. oui. On va en parler aussi avec Kylian. Voilà, victoire 1-0 de l'Australie qui a marqué sur sa seule frappe cadrée, qui est consécutive. On parlait il y a un instant du Ghana qui s'en remet à des exploits individuels pour construire ses attaques. C'est un peu le cas de l'Australie, sauf qu'il n'y a pas de talent technique, hein, c'est qu'au physique et à l'impact. Donc voilà, il y a eu cette percée de Boyle, il me semble. Et par contre, pour le coup, Jackson Irvine fait un enchaînement absolument magnifique pour marquer. C'est la seule frappe cadrée australienne du match. Une Australie pas forcément hyper rassurante. On l'avait vu en ouverture face à un sparring partner nommé Inde, sur lequel on va revenir dans un instant. C'était pas forcément hyper brillant, mais ça avait gagné 2-0. Là, c'est toujours pas brillant, ça gagne 1-0. C'est du Graham Arnold. T'en retiens quoi, toi, Kylian, de ce match? Est-ce qu'il est là, Kylian? Ou est-ce qu'on l'a perdu? Moi, je l'entends, moi j'entends Kylian. Ah, mais alors attends, je pense que je sais pourquoi. Ne bouge pas. Ouais, je sais pas. C'est le patron travailler. C'est c'est la faute du patron, putain, ça y est, c'est la censure. C'est pas grave. Voilà. T'as vu, c'est ta première et d'entrée je te censure. Voilà. On veut pas que je dise les termes. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Maintenant, on t'entend. Hein, c'est bon. Voilà. C'est juste que j'avais désactivé ton son était désactivé dans cette scène-là. Voilà, si vous voulez entrer dans le détail. Voilà. Mais voilà, tout de suite, tu peux m'accuser de censure.
Non, Bienvenue dans la dictature lucarne opposée, monsieur. Ouais, merci, merci. Non, t'as retiens quoi du coup de ce Syrie-Australie? Eh ben moi, je venais de sortir de la fac. Et là, j'ouvre le match, je vois les maillots australiens absolument dégueulasses. Donc déjà, ça m'a pas mis dans une bonne journée. Et non, ils sont dégueulasses. Ah, ils sont horribles. Hein. Ils sont immondes. Ils sont horribles. Ah, ils sont horribles. Immondes. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'en retiens? Bah, pas grand-chose. Une première mi-temps, j'étais dans le bus pour la regarder. Heureusement que j'avais d'autres choses à faire comme regarder le paysage parce que franchement, pas grand-chose à en dire. Voilà, beaucoup de déchets australiens. En fait, ça joue à la baballe. Ça réussissait très bien à jouer à la baballe. C'est-à-dire que horizontalement, le jeu australien, c'était nickel. Hein. Tu sens que ça avait été beau. C'est les passes entre les milieux et tout. Par contre, devant, t'avais souvent pas beaucoup de mouvement. Donc, t'as des milieux qui tentaient un peu des passes et tout. Il y avait beaucoup de déchets, des 6 mètres et tout dans tous les sens. Donc, pas un match fameux. Bah voilà, quelque part du Graham Arnold. Le but de Irvine, le cafouillage est dégueulasse, la finition est chouette. Donc bah, c'est l'enchaînement qui est beau. C'est le fait de se la lever, faire le petit piqué derrière. Bon, après, voilà, c'est juste ça qui est beau. La construction, il n'y en a pas. Non. Ça me rappelle il y a quelques années, je sais plus quel club en Ligue 1 c'est. Il y avait un joueur qui avait dit on va envoyer quelques ballons dans la surface et sur un cafouillage on peut marquer. Bon, au final, c'est ce qui s'est passé pour l'Australie. Donc voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire, alors, on connaît tous, alors si vous êtes des habitués de lucarne opposée, là pour le coup, vous connaissez tous Graham Arnold parce que comme on suit la A-League depuis les débuts de Hello, c'est-à-dire depuis 15 ans, on l'a subi, Graham Arnold, quand il était en A-League. On a subi son Sydney, on a subi ses Central Coast Mariners. Enfin voilà, on a subi ses équipes. Voilà. Alors c'était très sympa quand c'était Graham Arnold contre Postecoglou à la grande époque de la A-League parce que pour le coup c'était des oppositions de style. Mais très franchement, à la tête de la sélection, en fait, quand on connaît Graham Arnold, très franchement, on n'est pas surpris par son Australie. Et puis il suffit de voir le 11 de départ. Je veux dire, on n'a pas des footballeurs, on a des guerriers. Non. Mitchell Duke, si tu lui mets pas le ballon sur la tête ou sur le pied, c'est ça. Je pense que ça rentre quand même. Hein. Enfin, on l'a vu encore en J2 League cette saison avec Machida, franchement. Mais pourtant, c'est ça. Pourtant, il était chez le leader de J2 et pourtant, il n'a pas eu un ratio si excellent que ça. Bah, c'est pas, enfin voilà, c'est pas extra. Enfin, en fait, si on regarde les profils des joueurs de cette équipe d'Australie, alors tout le monde se marre avec Harry Souttar, ouais super, il fait 2 mètres. Déjà, il a pas pris un ballon de la tête sur corner, c'était magnifique. Il a toujours pas marqué un moindre but sur corner. Non, je fais la réflexion aussi. Même face à l'Inde, il a même pas pris le dessus. Tu te dis mais wow, les mecs. Il faisait une tête et demie de plus que les défenseurs. Mais après, le problème, c'est que pour pouvoir prendre des ballons sur la tête, il faut déjà que les corners soient tirés correctement. Ouais, c'est vrai. Il faut que ça lui arrive. C'est vrai. Non, mais c'est un autre sujet, mais voilà. Mais cette équipe-là n'a aucun créateur, n'a aucun. Alors, c'est pas qu'il en manque. Hein. Il y en a en Australie. Hein. Il y a des joueurs qui sont capables de générer du football. Il y a des ailiers. Il y a une jeune génération avec des ailiers qui jouent très très bien au football, qui savent ce que c'est que jouer au football et qui savent faire des choses avec leurs pieds. Duke qui vient de prolonger avec Machida pour 2024, nous dit Monsieur Cast 1. Ouais, bah écoute. Ouais, bah écoute, pourquoi pas. Hein. La bise à vous. Donc voilà, mais est-ce qu'on peut être surpris de cette équipe d'Australie dans ce qu'elle propose ou dans ce qu'elle ne propose pas? Bah, pas vraiment, parce que très franchement, il n'y a pas besoin de remonter. Je suis remonté jusqu'aux Mariners d'Arnold, mais remonter jusqu'à son Sydney FC d'il y a quelques saisons, ça jouait comme ça. Mais ça gagnait, et ça gagne. Cette Australie-là, elle gagne. Et puis, d'un autre côté, c'est la phase de groupe. Ils n'affrontent pas les plus grands adversaires du monde. Et ça passe, et ça permet d'entrer tranquillement dans la compétition. Tu prends pas de but, tu gagnes, tu forces pas plus que ça. Et voilà. Quelque part, j'ai envie de comparer un peu cette Australie au Qatar ou aux Émirats, dans le sens où les matchs qu'ils produisent sont vraiment, vraiment dégueulasses, mais ça passe. C'est ça. Les Émirats, ça n'a pas tant passé que ça aujourd'hui. Ouais, les Émirats aujourd'hui, on va y revenir tout à l'heure, c'était plus que compliqué, mais oui, le Qatar, c'est un bon exemple. Après, tu vois, si j'étais un petit peu dans la provoque, je comparerais à l'équipe de France quand elle entre dans ces Coupes du Monde, où généralement, c'est jamais très folichon dans les premiers tours, enfin dans la phase de groupe, mais ça passe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attention quand même, parce que ça passe, mais là, pour l'Australie, là, j'ai souvenir en fin de match, je m'étais pas encore endormi. Matthew Ryan qui capte mal un ballon, ça aurait failli faire
Une Et, bonne bourde et par contre à 1-1, par contre, pas sûr que l'opération était aussi. et je sais pas si tu l'as vu, mais ils sont passés très près du 1-0 en première période quand Ouais, Sabag Oui. touche le poteau. oui. Ryan est battu. D'ailleurs, on peut en parler parce que d'habitude, Matthew Ryan, c'est une des valeurs sûres de cette équipe. Matthew Ryan, je le trouve pas ultra serein dans ses Tu cages. Hein. penses pas, Nico? Nico, tu penses pas que le masque le gêne? Je sais pas. Vraiment, je Parce sais que pas. on s'est fait cette réflexion tout à l'heure avec mon frangin et on s'est dit peut-être que le masque le gêne parce que bon, voilà, c'est des fois, bah, c'est une question d'habitude, d'avoir un accessoire au niveau des yeux, donc peut-être que, je sais pas. Je sais pas. Et d'ailleurs, tu parlais d'effets louches. Je t'invite à voir la carrière de Pablo Sabag. Tu vas voir, c'est très sympathique. Ah ouais, incroyable. Ouais. Ouais. Sabag, ça va en Argentine, Ah ça ben, va et ça finit non, ça commence en Colombie, Argentine et ça finit je crois en Équateur, je crois, ou au Paraguay, je crois. Je sais plus, ouais, je sais plus. il est pas au Maintenant, Pérou? il est à Lima. Ouais, il est au à Pérou, l'Alianza. pardon. Voilà, c'est Ah ça. ouais. Voilà. Oui, mais à la base, D'ailleurs, oui, non, mais à la base, ça commence en Colombie parce qu'il est colombien, Sabag. c'est ça. Il est né à Barranquilla. Mhm. Donc c'est Et donc, un du coup, Colombien. C'est un Colombien. Ouais, Ça après, passe- il est passé par le Portugal aussi, il me semble. c'est possible. Peut-être. Bah ouais, c'est possible. Mais Il a un peu après, j'ai survolé envie un de te peu dire, son parcours. il a une carrière de Sud-Américain classique. Mhm. Donc, Non, mais après, tu vois, tu vois, par exemple, quand on parle d'un Syrien, on n'aurait jamais pu croire qu'on ait un Syrien bah, t'as des grosses. sud-américain. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a Ouais. beaucoup. Bah, tout à l'heure, de toute façon, avec la Palestine, on va en parler. Il y en a quelques-uns qui ont été très sympathiques tout à l'heure. Sabag, dans ce match-là, je voulais me faire un focus sur lui, c'est qu'il a alterné vraiment beaucoup de mauvais choix et beaucoup d'un peu d'individualisme. Il a voulu vraiment être le héros du match et essayer d'égaliser, voire marquer. Et ses choix n'ont pas été toujours judicieux pour Bah, égaliser. c'est un peu ce qui a pêché à la Syrie, côté Syrie au premier match, déjà. Certains choix, certaines. Et tu vois, c'est pareil, le petit Ammar Ramadan, que je trouve vraiment très très bon dans cette Syrie. Mais voilà, il manque la justesse dans les zones d'intérêt. Et en même temps, si la Syrie était clinique dans la surface, ça serait pas la Ça Syrie. serait. Mais globalement, les matchs, que ce soit le premier match de la Syrie contre l'Ouzbékistan ou celui contre l'Australie, ça se ressemble énormément pour la Syrie, avec quand même quand même pas mal d'occasions créées au final, mais par Sabag et tout, mais au final très peu de mauvais choix, très peu de bons choix, pardon, je veux dire. Aujourd'hui, pareil, comme l'Australie, il y a eu un tir cadré, la Syrie aussi un seul, alors qu'il y a quand même pas mal de tentatives. Et globalement, la seule différence qu'il y a eu, c'est que l'Australie a eu ce cafouillage, a réussi à planter, a peut-être pesé plus sur la défense que l'Ouzbékistan. Et c'est ce qui a fait la différence à un moment donné. Mais globalement, les matchs se ressemblent, je trouve. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi, mais même si tu vois, dans l'absolu, Ahmad Madani, il n'a pas grand-chose à faire dans ce match. Hein. Non. Donc, non, c'est sûr. Donc voilà, je sais plus, j'avais noté un joueur, j'avais dans ma tête Ezekiel Ham, peut-être. un défenseur syrien qui a été absolument incroyable, il était partout. Kroma D'ailleurs, Kroma, peut-être. Non, c'est Kroma ou Ajan. de toute façon. Je sais plus lequel des deux. Le chauve qui était derrière. Je sais plus. Mais j'ai oublié son nom. Je sais plus. C'est pas grave. J'aurais dû me l'écrire sur une feuille. Ezekiel Ham, il a aussi une belle carrière de Sud-Américain, mais il a fait une petite pige au Japon, au FC Gifu. Je crois qu'il est en J2. À l'époque, ça devait être en J2, ouais. À l'époque, ouais. C'est peut-être Abdulrahman Weiss, Xixon, je sais plus. Vraiment, je sais plus. Le 14, possible. Je sais plus. Weiss, il joue. Weiss, c'est le numéro 24. Voilà, si tu veux les numéros, c'est. Voilà. Ok, bon ben voilà, mais peut-être. J'avoue, oui, 24, effectivement. Je sais plus. Je suis tellement parano que j'ai entendu Admar. Non, Admar, il aurait été le long de la ligne. Ah, quoique. Bref, on va arrêter avec Admar. On va pas la faire tous les soirs. Arnold me fait penser à Weiler, époque Anderlecht. Pas de jeu, mais ça passait. Ouais, bah de toute façon, c'est la stratégie de Graham Arnold, hein, pas de jeu, mais ça passe. En première mi-temps, c'est la Syrie qui a les occasions. L'Australie était vraiment pas dans le match. Donc voilà. Sur quelle chaîne on peut voir les matchs, nous demande Monsieur Tuck. YouTube. Tout simplement. Sur la chaîne YouTube de l'AFC. Voilà, sur le canal officiel de l'AFC. Je crois même qu'ils partagent les liens sur leur Twitter pour suivre les matchs.
Donc voilà, YouTube, c'est gratuit. C'est géobloqué, hein, parce que je me souvenir qu'on avait quelqu'un qui était au Bon, Sénégal et qui pouvait pas le voir. Ouais. moi Mais non plus, moi non plus au Qatar, je peux pas le voir parce que vu que c'est beIN Sport qui le passe. voilà, en gros, je pense Mm. qu'ils font comme fait l'Australie, comme faisait l'Australie à un moment et le refait maintenant. C'est sur le YouTube de tous ceux qui n'ont pas de diffuseur. Donc en France, en général, on est peinard Exactement. puisqu'on diffuse rien. Donc Oui. Voilà. Ceci Tant dit, mieux. il y a quelques temps, il y avait eu des compétitions, je ne sais plus quel Asian Cup c'était, genre en catégorie jeune. ouais, C'était pas diffusé en France, mais sur YouTube, c'était quand même bloqué la France. Donc, Ça, c'est ouais. dommage. voilà. Mais et c'est par exemple c'est la K-League qui fait ça aussi, mais la K-League elle le fait directement sur son portail K-League TV. Si t'as pas Ouais, de diffuseur dans exactement. ton pays, tu vas sur K-League TV et t'as droit au match. T'es pas voilà. Mais donc voilà, c'est géobloqué. Mais si t'es en France, bah t'es peinard, tu peux profiter de l'Asian Cup et comme le dit Venera, tu y verras des matchs et des femmes. Ouais, c'est vrai. Après, sans vouloir philosopher, est-ce qu'au final, sur les matchs qu'on a vus aujourd'hui, est-ce que les plans publics n'étaient pas le mieux de ce qu'on a vu aujourd'hui? Je pose la question. C'est possible qu'il y avait, oui, c'est possible. Oui. Il y a peut-être plus d'intérêt sur les tribunes. Oui. Tu as probablement raison. Tu as même certainement raison. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce Syrie-Australie parce qu'on va pas y passer la Après, nuit non plus sur ce match-là. après, hein. Oui, Nico, on peut dire que la Syrie garde ses chances pour la qualification en jouant l'Inde. L'Inde qu'on va parler dans quelques on instants, va en qui a parler toutes les là chances de dans, battre dans l'Inde 2 secondes. Exactement, et tu as passer, raison. quoi. Oui, parce que la Syrie Mm. avait pris un point face à l'Ouzbékistan. Et Voilà. donc, tout ce que vous avez déjà entendu jusqu'ici sur la notion de la guerre, la course aux 4 points pour se qualifier en tant que meilleur troisième, au pire, meilleur troisième, et ben la Syrie est en plein dedans puisqu'elle a un point et on imagine mal, bon, quoique on ne sait jamais, puisque la Syrie, si elle ne règle pas la mire, elle aura du mal à battre l'Inde. Hein. Mm. Mais si elle règle un petit peu la mire et elle peut battre l'Inde, elle peut aller chercher ces 4 points qui devraient probablement la qualifier. Justement, la transition, elle est toute faite. Elle est faite avec ce match entre l'Inde et l'Ouzbékistan. J'avoue que c'est le match que j'ai le moins suivi avec attention. Pourquoi ? Parce que c'était très vite plié quand même. Et parce que, voilà quoi, l'Inde, on devrait les habiller en orange, hein, ça serait des plots quoi. Non, mais c'est pas Ouais, non, possible, en mais fait, c'est vrai, c'est vrai. c'est pas possible. Il y a un Et en plus, moment, c'est pas ouais. possible. Après, ils apprennent. Enfin, moi, je pars Non, de mais ce principe-là qu'ils tu peux pas continuent à dire que l'Inde, apprendre. elle apprend. Et Ça fait combien Non. d'années qu'elle apprend, il l'Inde? y a un manque, il y a un manque de talent, il y a un manque je pense même de physique. Enfin, en fait, c'est une équipe qui a beaucoup de manques. Et en plus, dans ce match-là, vu qu'en plus, il se passait à côté de là où j'étais, dans le centre commercial, le stade était juste à côté, donc c'était marrant. Et j'ai vu le résumé, et malgré ça, ils ont eu. Enfin, d'accord, ils sont faibles. Et en plus, tous les poteaux étaient pour, pour l'Ouzbékistan. Donc, tu avais aussi ça, tout le karma qui était contre eux. Donc, voilà, c'était pathétique de leur part, mais bon. Mm. Oui, voilà, c'est faible. Après, je vais laisser la parole à Kylian qui en sait plus que moi sur l'équipe d'Inde et bien évidemment sur l'Ouzbékistan qui parle de Fazouliaïev qui a vraiment crevé un peu l'écran pour moi. Qui marque un joli but et qui est à l'origine du deuxième. Voilà, l'Ouzbékistan est encore dans sa compète, soigne son goal average et va très certainement passer avec l'Australie. Voilà. Eh ben, écoute, tu m'as fait la transition vers Kylian. Kylian, c'est à toi. Ouais. Ah bah, beaucoup de choses. On commence par. On peut faire le film un peu chronologique du match parce que du coup, déjà, Vas-y. avant le match, déjà la compo. Au précédent match, l'Ouzbékistan était en 3-4-3. Là, Katanec nous aligne un 4-4-1-1, slash 4-4-2. Donc voilà, comme d'habitude, l'Ouzbékistan Katanec qui aime bien changer les compos un peu comme ça. Avec par contre des très intéressants. Pour le coup, il a bien pris en note les problèmes qu'il y a eu la dernière fois, avec notamment Erkinov qui avait fait un match dégueulasse. Donc là, il nous met Sergeyev, qui est l'apport physique offensif de l'Ouzbékistan. Et il nous met du coup Faizoulayev, qui avait fait une excellente entrée contre la Syrie. Donc ça, c'est très bien. D'entrée, l'Ouzbékistan qui ouvre le score, du coup, belle remontée de balle de Faizoulayev, qui trouve Choukourov, qui a peut-être fait la seule bonne chose de son match, avec cette remise de la tête, un peu, voilà, face à la défense indienne. Et derrière, Faizoulayev qui vient terminer. La défense indienne, forcément très
très statique sur ce point-là, Naïf, qui naïf. regardait un peu, qui Ouais. savait pas trop où elle Mm. était, je sais pas, il a les C'est yeux en ça. l'air. Je pensais voir atterrir le penalty de Versito, mais je sais pas si. Bah Enfin, bref. après, je pense qu'ils ont de très belles images du but, hein, vu les photos Ah qu'ils ont oui. pris. Ah là, non, mais là, franchement, vraiment. Hein. Et, ils avaient de la chance. Hein. Ils ont même pas eu besoin de payer pour avoir le but en HD. C'est quand même beau, ça. Ouais, bref. Bah, en même Voilà. temps, ils étaient invités ils étaient invités au match, ils étaient bien placés sur le terrain, donc tu vois, je pense qu'ils ont vu un bon match. Ah, ils se sont régalés. Voilà. Donc, compliqué. Ensuite, bah, ça continue de dérouler. L'Ouzbékistan, jamais très très impressionnant. Mais c'est l'Ouzbékistan, c'est normal. Centre de Faizoulayev, mis du coup dans ses propres buts par le défenseur indien. Oh, magnifique, hein. Franchement, le but qu'il met contre son camp, le défenseur indien, c'est incroyable. Hein. Tu vois, Dabar avec la Palestine, il l'aurait pas mis. Hein. Oui, mais on a un meilleur CSC tout à l'heure, tu verras. Ah, il est pas mal, ouais. Le CSC des Émirats, Ouais. il est pas mal. Ouais. Attendez, je suis en train de me mélanger, je crois. Non, je confonds avec celui des Émirats, pardon. Désolé. J'ai pas regardé les matchs avant de regarder avant de venir. Ah oui, non, je confonds avec celui des Émirats, pardon. Du coup, il l'a oui, mis non, sur le pareil. poteau, c'est ça. Ouais. Non, oui, je suis désolé, je dis n'importe quoi. Oublie ce que j'ai dit, frère minute. Ouais, du coup, qu'il la met sur le poteau. Derrière, Sergeyev qui surgit bien, qui marque. Donc voilà, 2-0. La célébration de Sergeyev aussi qui m'a fait beaucoup rire. Bah, tu sens que le gars, il a eu une grosse traversée du désert en sélection et que l'absence de Shomurodov lui fait quelque part un peu du bien parce que ça lui permet de revivre un peu. Donc voilà. Ensuite, du coup, l'Inde, à partir de la 30e, qui commence à remettre pas mal, un peu d'intensité. Dû au fait aussi que l'Ouzbékistan avait déjà mis ses 2 buts. Pour Katanec est satisfait. Maintenant, on arrête de jouer. Ça vaut plus le coup de jouer. À 2-0. L'Inde, du coup, qui commence à essayer de montrer 2-3 choses, avec un jeu qui penchait énormément, du coup, sur le côté droit indien, du côté de Manvir Singh, qui a beaucoup remué, on va dire, mais qui a beaucoup fait de mauvais choix, un peu comme Sabag tout à l'heure, qu'on disait pour la Syrie. Donc voilà, l'Inde qui a quand même eu quelques occasions assez intéressantes. On parlait aussi des gars. Kylian, il n'aurait pas mérité au moins de marquer un but, franchement. Après, parce que on ne parle pas de mérite. Et puis c'est compliqué à analyser le match. Il y a 3-0. Enfin, à la pause, le match il est plié, ça joue plus après. Après, pour le coup, là, même à 2-0, je veux bien qu'ils auraient mérité, mais au final, t'as beaucoup de mal à trouver Chetri encore une fois. T'as Manvir Singh, il a dû tenter 30 passes, il en a dû en rater 2. Donc, si c'est pas des passes en retrait, ça passait pas. Donc, je veux bien et tout. Tu peux tenter des long shots et dire ouais, voilà, c'est bien, j'ai tiré, mais au final. Bah, c'est surtout que tu as l'impression que oui, ils vont avoir ils ont des occasions parce qu'ils tentent un peu dans tous les sens. Donc, tu as un peu l'impression qu'ils jouent tout sur un malentendu où il y a un moment où ça peut éventuellement passer. Est-ce qu'on doit parler de mérite à ce niveau-là? Non. Enfin, je veux dire, quand tu prends 3-0 et que le match il est plié en 2 temps, 3 mouvements. Je veux dire, il est plié à la mi-temps le match, donc c'est plus le même match derrière qui commence. Et en plus, t'es dans une gestion. L'Ouzbékistan, ils avaient besoin de se rassurer parce qu'ils ont fait un match dégueulasse face à la Syrie, il faut le dire aussi. Donc ils avaient besoin de se rassurer à la mi-temps. Ils se sont rassurés, les mecs. Ils sont là, ils sont à 3-0, ils sont peinards, ils savent qu'ils seront pas en danger. Donc tu sais aussi que mentalement, ça va décrocher un petit peu. L'intensité a diminué, donc c'est difficile de parler de mérite, je trouve, pour l'Inde dans ces conditions. Je suis bien d'accord, ouais. Du coup, mais l'Ouzbékistan, voilà, qui a pas cédé en même temps, vu ce qu'il y avait en face. C'est quand même. Malgré, j'ai trouvé, on parlait de gardiens, vous parliez tout à l'heure de gardiens pas rassurants, notamment le gardien de l'Égypte. Moi, Yusupov, le gardien ouzbek, je le trouve déjà 2 matchs de suite, pas très rassurant. Il fait des très bons arrêts des fois, mais alors des fois, il se troue totalement. Mais moi, ça me fait un peu peur pour la suite avec l'Ouzbékistan, parce que c'est un problème qu'il a depuis longtemps et qui a toujours pas été réglé. Je pense notamment à une sortie sur un centre qui partait un centre indien qui partait en 6 mètres et Yusupov qui se détend et qui le claque bien dans l'axe directement sur l'attaquant indien. Et derrière, l'attaquant indien qui frappe et il bouge pas, le gardien. Bref. Et ça tape le poteau, justement. Mais voilà, vraiment pas rassurant. Du coup, par contre, l'Ouzbékistan, quand même, ils en mettent un petit 3e derrière avec un but de Nasroulayev qui avait fait une première mi-temps, j'ai trouvé vraiment pas terrible, mais comme le précédent match, mais qui marque quand même son but en 2 temps. Donc 3-0, là c'est plié. Et en seconde mi-temps, la seconde mi-temps était vraiment très pénible à voir. Par contre, alors je t'avoue que moi la deuxième mi-temps, je l'ai pas vu. Ah mais t'as bien fait de décrocher. J'avoue que j'étais en Afrique. Oui.
Ah non, Oui, mais bah oui, honnêtement, t'as bien 3-0, fait. c'était une Ah bah bonne ouais, note, ouais, bien donc sûr. moi j'étais sur la deuxième mi-temps, j'étais en Afrique, hein. Donc Bah, voilà. globalement, si tu as vu, genre à peu près, tu vois, vers la 30-35e minute, là, l'Inde qui attaque un peu, l'Ouzbékistan qui défend sans trop avoir peur, bah, basiquement, c'est ça quasiment tout le reste de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que tu as quand même l'Ouzbékistan qui attaque un peu en contre, qui essaye de faire des choses. Tu as l'entrée à la place de Nasroulayev, justement, le troisième buteur, d'Abdourahmatov, qui est un jeune et qui a fait une belle entrée, même si, bon, s'il n'a pas été parfait et tout, belle entrée. Quelques occasions, ouais, quand même, indiennes et tout, enfin, surtout du côté droit, indien qui a vraiment beaucoup penché. Puis dû au fait que Eshmorodov, celui qui est avec Roussanov, était beaucoup moins, on va dire, rassurant et notamment à la relance ou dans son positionnement. Donc ça montre déjà à quel point Roussanov est monstrueux. Voilà. Iskanderov qui a fait mettre un missile. Oui, du coup, parce qu'il y a eu un deuxième transversal pour Je l'ai vu celle-là. l'Ouzbékistan en deuxième période. Donc ils ont touché 2 fois la barre, l'Ouzbékistan, en plus de leurs 3 buts. Donc vraiment, c'était. Ouais, mais bon, après, je t'avoue, c'est vrai que on s'était fait la même réflexion à la fin du premier match face à l'Australie. Alors, je vois ton message, hein, Varsa, sur comment veux-tu faire une performance honorable quand tu tombes sur l'Ouzbékistan ou l'Australie. Je sais pas ce qu'on appelle une performance honorable. On parle pas performance honorable, ça veut pas dire forcément battre l'un des deux ou accrocher un nul. C'est juste montrer quelque chose en fait. Là, c'est compliqué et tu as la sensation que ça ne peut pas avancer, en fait, l'Inde. Et j'ai vu le message aussi d'Imperator Ombrem qui disait que s'il supprimait l'ISL, alors là, si tu me lances là-dessus, mec, on fait 2 heures, hein. Parce qu'alors, l'ISL, je trouve que c'est la pire idée qui a pu exister au monde et qui a complètement flingué le football indien. Mais c'est une honte absolue. Je trouve ça dramatique, voilà. Bon, maintenant elle est installée, et puis tu peux pas la supprimer, puisque maintenant que les East Bengal et Mohun Bagan sont arrivés dedans, que les historiques sont arrivés dedans, ils sont arrivés qu'en 2019 ou 2020, je crois. C'est fini, ça a pris la place. Mais un jour, j'avais écrit des trucs là-dessus il y a très longtemps, à l'époque où elle était arrivée. Je crois que c'est plus disponible en ligne et tout, parce que j'avais déjà mis des grosses bâches à cette ISL dégueulasse avec son Atlético Kolkata de merde. Je suis désolé pour les gros mots, mais c'est un enfer. C'est vraiment un enfer, cette histoire. Et c'est peut-être là que l'Inde devrait chercher des raisons au fait qu'elle se développe pas. Mais bon. Ouais, bien sûr. Donc, J'avais une question pour Kylian. La non-sélection de Bipin, celui qui joue à Mumbai. Ah, m'en parle pas. Pitié, ne m'en parle pas. Non. Non, Alors, pourquoi... ça faut pas me lancer sur ça. Juste pourquoi il n'est pas sélectionné. C'est juste ça. Alors, comme si j'avais la réponse. C'est comme si c'est juste, c'est ce qui match. Hein. Alors, il est déjà contesté, c'est déjà compliqué pour lui, mais j'ai pas compris non plus. Hein. Surtout vu les ailiers qu'il y a pour l'Inde, qui pour l'instant font un début de tournoi absolument dégueulasse. Encore non. Enfin, je dis non, je suis pas sympa. Il y avait comment il s'appelle comment il s'appelle l'ailier qui jouait ailier gauche contre au premier match de l'Inde, qui a fait un bon match. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Tac. C'était Changte, voilà, qui avait fait un plutôt bon match, j'ai trouvé. Mais alors, à part ça, le reste, c'est le néant absolu. Donc, je sais pas pourquoi il n'était pas sélectionné. Ouais, je sais pas pourquoi. Ok. Alors, mine de rien, avec tout ça, l'Inde n'est pas éliminée. Ah ouais? Bah non. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. La Syrie. Mais s'ils battent la Syrie, ils auront 3 points. On ne sait pas encore au petit jeu des concours de équipes à 3 points. Je rappelle encore une fois en plus qu'en 2019, quasiment tout le monde avait 3 points. Donc voilà. Ouais, mais t'as un goal average très t'as une différence de but qui pique très sévère. Mais, bah oui. Mais attention aux autres troisièmes. Autres potentiels troisième, parce que je vois par exemple Vietnam et Indonésie, il y a moyen que la différence de but soit pas dingue. Bahreïn, Malaisie, voilà, je crois que c'est dit. Et Oman, Kirghizistan, voilà quoi. Donc il y a un monde où tu peux passer. Hein. J'y crois pas. Moi non plus, mais tu peux me le vendre comme tu veux. Non, mais j'essaye pas de les enterrer, tu vois ce que je veux dire. Il faut un miracle, mais... Ah oui, c'est un miracle. Oui. Mais bon, après, est-ce que l'Inde sera capable d'inquiéter la Syrie ? Moi, je tiens juste à dire que le Syrie-Inde qu'on va se taper, il y a peut-être possibilité que ce soit le pire match des phases de poule. Hein, parce que là,
quand on voit ce que les deux équipes font, Ça va risque pas durer, d'être. hein. Ouais, ça Ouais, risque mais d'être. oui, mais Ah, tiens, j'ai pas regardé à quelle heure il tombait. Je vais vous oui, dire mais ça je tout de pense que suite. comme il y a l'enjeu Ouais, mais qui ça va va être être pire. là, surtout pour la série, Ça va être pire. ah L'enjeu, ça ouais, va C'est être pire. pire. je sais pas. C'est le Moi, je match de pense C'est que midi. C'est le match de midi et demi. Donc, je vais vous donner les c'est mêmes dur. consignes que l'autre jour avant Le le café Liban-Chine. Ne mangez pas avant le match. ou le café. Faut sinon Ou alors une bonne prenez un tasse de bon café. café, mais ne mangez Ouais. pas avant le match. Bon, après, tu sais, moi, ce genre de match, c'est un peu mon dada, hein, quelque part. Bah après, Donc, en plus, je dis ça, mais forcément, on va le regarder. Forcément qu'on va le ouais. regarder. Bah oui. Donc voilà, mais bon, si jamais vous êtes, si vous, en gros, si vous vous sentez un petit peu fragile, ne mangez pas avant Syrie-Inde. Voilà, attendez que le match soit passé pour manger. Surtout qu'après, vous avez Australie-Ouzbékistan. Ah non, c'est à la même heure. Ah bah vous avez Australie-Ouzbékistan à la même heure, c'est vrai, c'est la C'est à dernière la même journée. Ils vont heure? jouer Bah Ah oui, ils vont oui, jouer en c'est même heure. vrai, oui, bah oui. C'est la dernière Bah journée. oui. Oh, Pour éviter les oh, Eh quel oui. calculs. dommage. Pour éviter les Eh. calculs. Eh oui. Parce que Et bon. on se demande qui c'est qu'on va regarder entre les deux Ah matchs. oui. Oh là là, surprise. Je pense qu'il peut y avoir un concours du pire entre les deux. Hein. Ah, j'avoue. Bon, après l'Ouzbékistan contre les gros, ils savent hausser leur niveau de jeu. Et justement, Honnêtement, c'était pas rassurant sur les même aujourd'hui contre l'Inde. On peut pas dire que c'était vraiment si rassurant que ça l'Ouzbékistan, mais contre les gros, ils savent hausser leur niveau de jeu. Varsa qui nous dit Inde 1-0 face à la Syrie, but de Chetri sur corner. Retenez bien, Chetri qui a pris le dessus sur Harry Soutar lors du premier but dans un duel aérien. Ah Retenez oui. bien aussi. Ouais. Donc, les passionnés. Mais ouais, non, mais on verra. Après, pour aller sur l'Ouzbékistan, justement, tu l'as dit, et c'est un petit peu comme ça que je voulais le dire aussi tout à l'heure. Ouais, Soutar s'est foiré, c'est différent. Je suis désolé. Et si tu rates ton timing, que l'autre a le bon timing, il prend le dessus de la tête. Point. Bref. On avait dit à la fin du premier match que c'était difficile de tirer des conclusions sur l'Australie après son match face à l'Inde. On peut toujours pas tirer de vraies conclusions sur l'Australie, à part que pour l'instant, si elle hausse pas son niveau, ça va dire au revoir en huitième en fonction de qui ça joue. Mais pour l'instant, on faisait de l'Ouzbékistan l'une des équipes à suivre avec attention. On va pas dire un candidat au titre, mais comme pour reprendre les termes de Baptiste, quand il y a les classements à 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, on les mettait dans les 3 étoiles, l'Ouzbékistan, dans le classement des équipes qui peuvent embêter du monde. On en attend beaucoup plus quand même de cet Ouzbékistan, Kylian. Ah oui, c'est une certitude. C'est une certitude, surtout vu les beaux résultats qu'il y avait eu ces derniers temps, même pour les qualifs à la Coupe du Monde, le match nul contre l'Iran, alors qu'ils perdait 2-0, qui viennent à 2-2, et où globalement, ils dominent l'Iran. Franchement, on pouvait en attendre mieux. Mais après, moi, je ne suis pas surpris de les voir autant galérer, parce que l'Ouzbékistan, c'est une équipe qui sait peu produire de jeu, quand même. C'est une équipe qui va être plutôt dans... on va pas dire subir, mais qui va défendre et qui va procéder en contre. Et là, contre la Syrie, c'était flagrant, c'est à eux de faire le jeu, parce qu'ils en sont vraiment, vraiment pas capables. Du moins, Katanec est incapable de poser un plan tactique qui permettrait de déjouer ça. Ouais, on Donc, dirait en Amérique du Sud que c'est pas une équipe protagoniste. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est pas une équipe protagoniste. Donc, c'était évident que pour ce genre de match, ça allait avoir du mal. Par contre, contre l'Australie, Bah, l'Australie n'est pas très protagoniste. Hein. non, c'est pas très protagoniste. Mais 0-0. Non, mais oui, mais la différence, c'est que en termes de aujourd'hui, la défense australienne m'a pas rassuré. Ah non. Alors que la défense syrienne, c'est leur qualité principale. Oui. Tu auras des espaces dans la défense australienne que tu n'auras pas dans la défense syrienne. Donc, si tu as ton Feyzolayev qui est au même niveau qu'aujourd'hui, ou même bon, il fait un début de compétition dégueulasse, mais normalement, un Rojima Terkinov, il est censé faire des bonnes différences aussi. Bon, le fait est qu'il était dégueulasse sur les deux matchs, mais bon. Donc, avec ces genres de joueurs comme ça peut faire mal. Après, forcément, qui dit qu'il sera plus dur à défendre aussi. Quoique. Ouais. Un peu plus dur. Mais après, pour y aller au physique face à Roussanov et comment il s'appelle, et Eshmurodov, ça sera déjà plus compliqué pour Mitchell Diok et compagnie, parce que c'est pas la défense indienne là. L'Ouzbékistan niveau physique. C'est sûr. C'est sûr. Bah, on verra bien. Ce sera, voilà, peut-être une montée en puissance, nous dit Yvan Debout. Peut-être, hein, mais après, c'est la même chose que ce que je disais, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Australie. C'est une phase de groupe, ça se gère. C'est une première compétition. L'objectif, c'est d'en sortir et ensuite, on entre dans une autre compétition. C'est vraiment dommage de ne pas faire le jeu avec le vivier que Katanec a.
c'est limite une faute professionnelle avec autant de joueurs techniques. Et pour aller plus loin, Sauron, et c'est ce qu'on disait avec Boris l'autre jour, c'est un football de cette région-là, qui est un football normalement très technique et très vif. C'est vrai que c'est encore plus dommage de ne pas le faire avec l'Ouzbékistan. Surtout quand on voit ce que le Tadjikistan fait avec Exactement. Tarsegert. Exactement, parce que tu te dis que normalement c'est quelques crans au-dessus l'Ouzbékistan et que ça devrait au minimum faire ce que produit le Tadjikistan. Mais bon, en termes d'ambition de jeu, mais en même temps, bon voilà, ils ont réussi, enfin ils ont véritablement lancé, on va dire, leur compétition. Ils ont 4 points, ils sont pas encore mathématiquement qualifiés, mais bon, voilà. L'Australie, elle, est mathématiquement qualifiée, pas totalement assurée de la première place, parce que si elle perd face à l'Ouzbékistan, elle finira deuxième. L'Australie, à mon avis, va faire beaucoup tourner au dernier match. Parce que toute cette gestion et tout, faudrait voir contre qui ça croise, si jamais ils finissent deuxième ou premier, si on commence à y avoir des calculs. Mais bon, tant que les autres groupes sont pas joués, on va pas se lancer là-dedans parce que c'est un peu piégeux. Voilà pour ce groupe B qui se terminera donc mardi prochain. Voilà pour le groupe B. On va passer au match de la soirée. Et on va remercier Dylan Torresal pour le follow. Le match de la soirée. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les drapeaux, le drapeau de la Palestine est à gauche. Palestine, Émirats Arabes Unis. 24 tirs à 5 pour la Palestine. Un match absolument dingue, j'avoue. J'ai adoré ce match. Peut-être parce que l'ambiance joue son rôle aussi. Est-ce qu'on a le droit de parler de mérite pour la Palestine ? Oui, et on peut pointer des limites aussi, mais voilà, c'est le même truc. Ambiance de zinzin, et justement, ambiance de zinzin, qui dit ambiance de zinzin, dit l'homme qui était au stade, dit let's go, ambiance de zinzin. Oui, c'était, on est monté clairement d'un cran par rapport au match contre l'Iran. Déjà, contre l'Iran, c'était déjà une très belle ambiance dans un stade un peu plus petit, l'Education City. Et là, on est parti, ce soir, c'était à El Janoub Stadium. D'ailleurs, pour rentrer du stade, pour rentrer à mon hôtel, c'était chaotique. J'ai mis presque 40 minutes pour trouver un taxi. Bon, bref, ça c'est autre chose. Oui, non, franchement, une ambiance assez exceptionnelle. Les tribunes ont mis du temps à se remplir, même se sont remplies même après le coup d'envoi. Comme tu as dit, bon, en termes de couleurs, bon, bah, les deux couleurs se ressemblaient. Donc ça, en termes de drapeau, on va dire que on était dans la même ambiance. Encore beaucoup d'émotions, même une minute de silence, pardon, qui était assez écourtée parce que bon, bah, t'as quelques supporters qui criaient Vive Palestine, Free Palestine. Bon, on peut les comprendre. Il y a eu des banderoles aussi que la télé n'a pas montré, mais qu'on a vu passer sur. Alors moi, je n'avais pas vu. Alors, écoute, pour te dire les choses, via Hello, voilà, on a accès aux banques de données de Getty. C'est ce qu'on utilise par exemple pour le site. Et sur Getty, il y a plusieurs banderoles qui ont été prises en photo, voilà, par rapport à ce qui se passe forcément en Palestine. Des banderoles qu'on n'a absolument pas vues à la télé, forcément. Enfin, forcément, oui, si, parce qu'on sait très bien que tout message à dimension politique n'est jamais montré à la télé. Je veux dire, dès qu'il y a écrit liberté pour les ultras en France, on ne le met pas. Alors imaginez des messages sur ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien et ce qui se passe surtout en Palestine, malheureusement. On ne les a pas vus. Mais par contre, il y a des photos et j'en ai vu plusieurs. Voilà, donc non, mais voilà, donc on a aujourd'hui 47 000 spectateurs, donc quasiment, on va dire presque le El Janoub quasiment rempli, quelques petits trous, mais rien d'alarmant. Tout le stade était quasi voué, on va dire on va dire 80% pour la Palestine et 20% pour les Émirats, parce qu'il y avait un petit couple d'Émiratis qui était quand même là, et qui chantait aussi les chants pour la Palestine, donc c'était assez rigolo quand même, que tu avais des supporters qui supportaient une équipe, mais en même temps qui chantaient aussi les slogans politiques pour la Palestine. Bref. Que dire de ce match? Beaucoup de choses à dire, comme tu l'as dit, Nico. Un match qui a été assez extraordinaire dans son scénario complètement dingue, avec une Émirat qui a été chirurgicale sur sa seule occasion du match, on va dire voilà, quasiment du match où il trouve la mire. Et en face, tu as une équipe qui manque énormément de réalisme. Ah oui. C'est un truc de dingo.
Après, il y a, Même nous, après, il y a, vas-y. ouais, je te coupe 2 secondes, mais après, il y a un mec qui a passé son match à gueuler des trucs en arabe dans un mégaphone. Je sais pas ce qu'il racontait, mais il a pas arrêté. Ah ouais, alors je t'avoue, je sais pas. Non, mais c'est Deschamps. C'était juste Deschamps. C'était le C'est capot, en Deschamps. fait. Il lançait les champs. Exactement, c'est Deschamps. Donc, non, il n'y a pas de message C'est une petite spécifique équipe de de base, Deschamps. arracher un nul face à un gros outsider, c'est une belle performance. Oui, bah on verra pour le mérite, hein, on verra plus tard. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, dans ce match, c'est qu'on a très vite senti que ça allait être compliqué pour les Émirats. Oui. Ils étaient pas dedans, très clairement pas. Alors qu'ils avaient fait un bon match d'ouverture quand même, hein, mine de rien. Contre Hong Kong. Oui, contre Hong Kong, certes, mais ils avaient été sérieux, je trouve. Ils avaient fait un bon match. Là, on a très vite senti, et il y a quand même ce tournant du match, parce que c'est véritablement le tournant du match, c'était ce penalty rouge. Alors moi, je reste dans l'école où on m'avait dit que la double peine avait été abolie. Le penalty ne souffre d'aucune discussion. Le carton rouge, En plus, je ne le c'était comprends juste pas. devant moi, Nico. Non. Nico, l'action est juste devant moi en plus. Mais vraiment, elle est à. Je suis peut-être à quoi? Peut-être à 10 mètres Ouais. de l'action. Donc, j'ai tout vu en fait. Et alors, moi aussi, je suis comme toi. Hein. Il y a faute, il n'y a rien à dire. Il y a 10 fois faute. Oui. Non, bien sûr, il y a même un plaquage. On appelle ça un Exactement. plaquage dans un autre sport. Alors, moi, on m'a expliqué, alors mon frère, il m'a expliqué que la seule explication à ça d'avoir sorti le carton rouge, le penalty, il n'y a pas de problème, c'était L'annihilation d'une action de but, comme le dit Xixon. Voilà, c'est ça. Oui, C'est ça. mais moi, Donc, c'est peut-être ça moi, que l'arbitre ça, je a pris en l'entends. compte. Évidemment, je l'entends, mais moi, j'ai toujours entendu dire que c'était pas forcément valable sur un penalty. Parce Moi, que je suis c'est la d'accord avec double toi, hein. peine. Moi, j'ai trouvé ça, alors, bien évidemment, mon cœur était palestinien ce soir, mais j'ai trouvé ça dur aussi, j'ai trouvé dur le carton rouge. On Vraiment, un carton a jaune déjà vu bête. des exemples de fautes dans ce genre qui annihilent évidemment une occasion nette de but qui donne carton jaune parce que derrière il y a penalty. Exactement. Donc, Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. je sais pas. Et ça Après, faisait très après, longtemps qu'on n'avait pas il n'y a vu ça. aucune discussion, il y a faute. Disons qu'il y a une indulgence sur les pénaux, mais là c'était abusé. Ouais, bah voilà, il y a peut-être une. Après, je sais plus, je t'avoue, parce que les textes évoluent assez souvent. Tu vois, c'est C'est par vrai. exemple, j'avais oublié qu'il y a 2-3 ans, on avait annulé le coup du. Je m'en suis rappelé en voyant le match face à le match africain avec le but sur le dégagement des 5,50 m, sur le fait qu'on avait annulé les hors-jeux sur les 6 mètres. Et D'accord. donc, parce qu'il y a un but où c'est un 6 mètres, mais le mec est hors-jeu de 3. Enfin, et derrière la défense adverse de 3-4 mètres, mais il n'est pas hors-jeu parce qu'il n'y a pas de hors-jeu sur cette phase. Mais j'avais oublié, tu vois, sur le coup, je l'avais oublié. C'est pas bien, hein, mais voilà, je l'avais oublié, ça arrive. Ça arrive. Mais voilà, Même au meilleur. le problème est dans les consignes Même au meilleur. arbitrales d'un match à l'autre sur une même situation, ils vont prendre des décisions différentes. C'est toujours ça le problème. Et. Bah, Mais oui, bon. bah, Ah, en mais fait, après surtout- sur la faute Imperator Emblem, il n'y a rien à dire. Il y a faute, mais 20 fois, 30 fois, 40 fois. C'est juste la notion de double peine. Après, voilà, l'arbitre a pris sa décision et ça a eu. Enfin, personne n'a râlé. Hein. Le rouge, il y est. Voilà, il met le rouge. Ça n'a pas quand râlé même, plus que ça. Paolo Paolo Bento, Bento, c'était forcément un très petit peu, chaud. mais C'était Paolo très, très Bento, chaud. il devrait râler sur ce qu'il a mis en place. Oh, oui, putain. C'est vrai. Parce C'est vrai, que c'est vrai. franchement, qui s'attendait, alors même à 11 contre 10, mais et alors après, comme je l'ai écrit dans le résumé, je vais te donner la parole après, Kylian, là-dessus, mais la Palestine a été hyper intelligente dans sa gestion du match. Oui. Mais dès le début, c'est-à-dire qu'elle joue, elle connaît ses limites forcément, mais elle a un football simple, intelligent. Il se retrouve à 11 contre 10. On t'apprend quoi quand tu as 15 ans, que tu joues à 11 contre 10? On te dit faut étirer au maximum, faut les faire courir au maximum. Ils ont fait que ça. Ils ont bombardé de centre tout le match. Et au final, oui, ils ont une multitude d'occasions. Khalid Aissa, il fait un match, mais de dingo. Mais parce que la Palestine est intelligente. Mais d'un autre côté, tu te dis que même à 10 contre 11, normalement, les Émirats arabes, et avant d'être en infériorité numérique, parce que le carton rouge, il arrive à quoi? Une dizaine de minutes de la mi-temps, les Émirats arabes se faisaient déjà bouger avant, quoi. 34e le carton, il me semble. Ouais, je sais plus, j'ai plus la minute sous les yeux, mais Je vais te sortir ça. Je vais te sortir ça tranquillement. Ouais, 39e minute le penalty. Donc, ouais, c'est la 37e. À 37e le carton rouge. Voilà. Mais bon, voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Kylian, de ce match. Tu l'analyses comment? Bah, j'avoue, j'ai pas trop vu la seconde mi-temps. J'ai surtout vu la première, avec effectivement déjà d'entrée, d'entrée sauté aux yeux le fait que pour les Émirats,
la physionomie, ça allait pas du tout pareil que face à Hong Kong. Que ça soit au niveau, enfin, je sais pas comment dire, mais là, tu sentais qu'ils n'allaient pas passer un match aussi tranquille que ce qu'il y avait contre Hong Kong. Tu sentais qu'il y avait quelque chose en face. Oui, tu sentais que les gars d'Hong Kong, parce que pourtant les Émirats, ils ont laissé quand même un peu des espaces contre Hong Kong, sans revenir sur ce match-là, mais les gars, quand il fallait faire des passes vers l'avant, c'était compliqué. Là, tu sentais que non, tu avais un vrai collectif qui était capable de faire des choses. Bon, ça s'est accentué du coup avec le penalty carton rouge. Penalty, pour le coup, j'ai pas envie de dire spécialement raté par Tamer Seyam, parce qu'en soi, dans beaucoup de cas, il passerait, mais très très bien arrêté par Khalid Aïssa, rien à dire, qui a fait du coup un il a fait un match fantastique. Vraiment incroyable. Ouais. Voilà. Après, du coup, en seconde période, j'ai vu après le but contre son camp absolument magnifique. Il est incroyable. Franchement, Dabar aurait rêvé de le mettre. Hein. Franchement. Ouais. Vraiment, non, clairement, mais je sais pas ce qui est passé. Et je sais pas pourquoi il fait cette tête-là, cette tête plongeante. Je comprends pas. Je pense qu'il s'est dit qu'il y avait une présence derrière lui qui voulait la mettre en corner. Tout simplement. Mais non, mais il peut pas. Vu comment il est placé, il peut pas la mettre en corner. Exactement. C'est un peu de Après, pression, c'est un jeune, c'est Bader. Oui, ouais. Et alors, ce qui est marrant, Nico et Kylian, après Kylian, j'aimerais ton avis là-dessus, mais Bader, juste avant ce CSC, pour moi, vue du stade, il était très bon. Oui, il couvrait vraiment la défense émirati, il couvrait tout, il relançait propre. Moi, j'aimais beaucoup son match juste avant le CSC. Bon, après le CSC, il continue à bien faire son boulot. Mais ouais, parce que même après le CSC, mais la défense émirati, dans l'ensemble, elle a été très bonne. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Moi Bader Abdelaziz, j'ai bien aimé son match. Défensivement, malgré le CSC. Voilà. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, du coup. Même un match de, je vais pas dire de patron, mais ouais, un match de patron, surtout après l'expulsion d'Al-Hamadi, je trouve que peut-être qu'il a davantage pris ses responsabilités. Mais j'ai vraiment trouvé bien. Mais du coup, c'est dommage ce CSC parce que ça entache une performance qui aurait été presque parfaite. Genre, si la Palestine ne marque pas, genre s'il ne met pas ce CSC, à part Issa, genre c'est le meilleur joueur de champ peut-être sur tu peux le mettre genre homme du match hors Issa. Donc voilà. Ouais, et puis de manière générale, parce que je le disais, la Palestine, elle a joué, elle les a étirés, elle a arrosé. Tu vois, c'est pareil, on parle, c'est toujours compliqué de parler de mérite, mais le pauvre Tamer Seyam fait un super match. La qualité de centre quand il est sur son côté gauche, après il passe à droite en fin de match, mais il a envoyé un nombre de galettes, et justement, la défense émirati, elle était présente sur ces galettes pour le coup. Mais pour revenir à Seyam, sur le premier match, il a quand même été beaucoup plus percutant aujourd'hui, mais sur le premier match face à l'Iran, t'avais quand même l'impression que c'était un peu lui qui sonnait la révolte, même quand la Palestine était la tête sous l'eau. Donc c'est bien de le voir comme ça, surtout que sa situation en club est parfois un peu. Enfin, il n'a pas le temps de jeu qu'il espérait, je pense, en club. Du coup, voilà. Je veux appuyer ton propos, Kylian, parce qu'à chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était l'extase dans le stade. Hein. C'était la folie à chaque fois qu'il touchait le ballon. Mais il a alterné le bon et le moins bon. C'est que même ses centres, des fois, ils s'entraient merveilleusement bien. Et des fois, il te ratait complètement des centres, malgré qu'il n'y avait aucune adversité face à lui. Après, j'ai envie de noter aussi un joueur. Moi, j'ai trouvé qu'il était mieux quand il était côté gauche que quand il passe à droite en fin de match. Ouais, moi aussi. Parce qu'à chaque fois, une fois qu'il se retrouve à droite, ils ont inversé les ailiers en fin de match. Ouais. Et Seyam se retrouve côté droit. Et à chaque fois, il ne centre plus, il repique pour se remettre sur son pied gauche. Et ça, c'est parfaitement lisible et facile à gérer pour les défenseurs adverses. Après, moi, j'ai bien aimé le côté gauche. J'ai bien aimé le côté gauche avec Camilio Saldana. J'ai bien aimé son match. Franchement, beaucoup de générosité. Il a même fini avec les crampes, le pauvre. Il a alterné vraiment. Il a multiplié les allers-retours entre l'attaque et la défense. Et j'ai bien aimé aussi le numéro 6, Oday Karoub. Le petit numéro 6, il m'a fait un petit peu penser à du Thiago Alcantara. Donc j'ai bien aimé son activité en essayant de trouver des décalages, des passes entre les intervalles, essayer de trouver des passes un petit peu en profondeur, en faisant même des centres aussi à mi-terrain, à mi-zone, pardon. Voilà, après, j'ai trouvé aussi Mohamed Saleh en numéro 5 qui a failli se faire expulser, qui a pris un carton qui a été annulé au match précédent contre l'Iran et qui a fait un très bon match. Je l'ai trouvé très très bon, Mohamed Saleh. Ouais, Mohamed Saleh, très bon. Saleh, ça me fait penser d'ailleurs en début de seconde mi-temps qu'on parlait de la défense émirati qui était très bonne. À un moment, je crois que c'est juste avant le but, un peu avant le but. Je sais plus si c'était un peu avant ou un peu après le but du coup contre son camp. Saleh, il reprend un ballon
sur un corner de la tête. Ouais. Et ça l'arrête, mais il est tout seul. Et la parade d'Aïssa est incroyable. La parade d'Aïssa est incroyable, Oui. mais il y a Ah oui, quand même eu ces oui. petits, il y a quand même eu ces petites, je crois que c'était un peu avant le but, il y avait quand même un peu ces petites prémices de la défense émiratie qui n'étaient pas non plus parfaitement, parce que Saleh, il était vraiment tout seul là, sur ce Oui, coup-là. oui. Mais après, tu vois, d'un autre côté, très franchement, pour le coup, la défense émiratie, elle a pris des vagues. Hein. Oui, c'était Ah oui. Ah oui. Ils ont vraiment arrosé hein, en termes de centre. Ils ont Oui. vraiment arrosé. Donc forcément, il y a toujours un moment où, il y a un moment où tu vas te rater, quoi. Oui. Donc Mhm. ça, c'est pour ça, à sa décharge, hein, tu vois. Oui, non, oui, si, mais ouais. Mais après, globalement, vraiment, en fait, c'est dur de taper sur la. Enfin, globalement, le collectif palestinien, j'ai vraiment. Enfin, les joueurs palestiniens, je veux dire, j'ai vraiment tous trouvé. Enfin, beaucoup très bons. Mais même Al-Batat, je pense, latéral droit, qui a fait un bon Oui. match. Hein, le pendant de Saldania à droite, qui était très intéressant. Globalement, t'as une belle. T'avais beaucoup de joueurs qui ont fait de bonnes choses, mais il a manqué ce. Il a En fait, manqué ce déclic, peut-être ouais. l'expérience, peut-être un Bah, peu plus de oui, talent. et le fait que, C'est ça. Voilà. bah oui, De talent. bah forcément qu'il y a un C'est ça. déficit de Il- talent et d'expérience, enfin de talent peut-être, oui, certainement même, parce que bon, ça reste la Palestine. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on est aussi virulent, par exemple, envers l'Inde, qui ne propose rien, alors que la- typiquement, la Palestine, quand on a tout le contexte dans lequel elle vit, concrètement, dans lequel vivent ses joueurs, euh, on les voit faire des choses extrêmement cohérentes footballistiquement parlant. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'ils mettent des branlées à tout le monde. On ne s'attend pas à ce qu'ils renversent l'Iran, à ce que... Bon, là, ils ont accroché les Émirats arabes, parce qu'il y a des conditions, machin et tout. Il y a eu le match, le 11 contre 10, soit, ok. Mais je sais, le fait de les voir proposer un football intelligent, cohérent, et un football, tout simplement, c'est le minimum qu'on devrait exiger de n'importe quelle sélection présente à cette Coupe d'Asie. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est que, en tout cas, les joueurs ont tout donné. Ça, ils peuvent partir avec l'esprit du devoir accompli. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Sadania a fini avec des crampes. Beaucoup de générosité dans les joueurs. Mais comme tu as dit, comme l'a très bien souligné Kylian, il manquait ce petit joueur frisson, c'est ce geste qui allait changer le match. Tu vois, cette petite prise de risque qui allait, la petite étincelle qui allait enflammer le match. Et c'est ça qui a manqué. C'est ça, c'est ce jour-là. Il manquait cet élément-là, tu vois. Et on était proche, on était vraiment proche. Mais comme on l'a dit dans le début de débrief de ce match-là, Khalid Aïssa, il a fait le match de sa vie, quoi. Enfin, pour moi, il a fait le match de sa vie. Et l'arrêt qu'il fait juste avant le rebond, pour le corner, c'est un arrêt quasiment impossible, quoi. Il te le fait. Et même le penalty, il te l'enlève. Mm. Il a fallu que ce soit un joueur de son équipe qui le trahisse, quoi. Tout Et simplement. encore, Donc, il y a but parce que Aïssa et le ballon est passé. Hein. Parce que je pense que s'il est sur ouais, sa ligne, il va la chercher. Hein. exactement. Non, mais en fait, il ne s'y attendait pas que son Non, propre clairement. défenseur le trompe. Mais Donc, après, il s'y attendait il pas. faut aussi la qualité du centre. Hein. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, tu Mais disais, voilà, ils peuvent quoi. partir la tête haute. Ils sont pas partis encore. Hein. Ils sont Ah pas non, non, partis non. Ah parce non, qu'il non, leur non. reste Ah un non, match, non. c'est face à Hong Kong. Oui. Ils ont gagné, ils ont gagné une finale de groupe. Et ils ont pris un point face aux Émirats Arabes Unis. Il leur reste un match à jouer face à Hong Kong. Victoire, tu as 4 points, ça passe. Hein. Oui. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et Après, tu rien sais, on était que gourmands. On le était fait gourmands de dans ce stade. On passer, voulait. rien que le fait de passer Ça serait serait historique. déjà un C'est exploit historique. assez incroyable. Très historique. Mm. Simplement. Donc, C'est dans sûr. un groupe Mais où tu avais les on. Émirats Arabes Unis et où tu avais surtout l'Iran. Bon, après, voilà, l'Iran, voilà, C'est ils ça. seront devant. Mais bon, Ah non, ça, il n'y a pas de la problème. perf est Ça, y déjà, a pas de problème. la perf palestinienne est déjà magnifique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, la Mais tout le qualif monde n'est était pas content à impossible la à aller fin chercher, du. on est d'accord. Non, mais on était tous. Bah, après, tu sais, Nico, quand tu as la chance d'avoir une supériorité numérique pendant une mi-temps et demi, tu arrives à égaliser à la 50e, il te reste presque Ah oui, 40 oui. Ah, bah, minutes derrière, tu es gourmand, tu veux mais gagner le match je derrière. pense même que les Palestiniens ont des regrets ce soir. Ah oui, un petit peu, oui, bien sûr. Mais après, Sur le match, ils ne peuvent avoir que des regrets. Ne serait-ce que parce qu'ils ont proposé, ne pas serait-ce que parce qu'ils voient le résultat, ne serait-ce que parce que même si vous n'avez pas vu le match ou regardez les stats, vous voyez 24 tirs à 5, 65% de possession. On dit mais c'est un truc, c'est quoi ce match? Forcément. Et que tu t'es fait piéger sur quasiment l'une des seules actions des Émirats Arabes Unis dans le match.
C'est vrai. Malheureusement, c'est sur la seule, on va dire, belle occasion qui bah, Carmen a un centre et avec une tête aussi d'ailleurs. C'est une sorte de tête ce soir. Et ils ont rien fait. Ils ont rien fait à part ça, les Émirats Arabes Unis, ce soir. Rien. Et soulignons peut-être d'ailleurs le but du coup le but qui était marqué par Sultan Adil, deuxième but en 2 matchs pour un peu ce qui sera la relève sûrement d'Ali Mabrout qui a peu joué pour l'instant, Ouais. qui est pas rentré aujourd'hui et qui avait joué quelques minutes au précédent match. Donc ça aussi pour les Émirats, ce sera à suivre pour le futur. 19 ans, Ouais. Sultan Adil. Ouais. Et donc, Et Qui n'est pas titulaire dans son club d'ailleurs. non, ouais. et ça sera une des grandes questions de la dernière journée parce que la Palestine peut même se qualifier directement en finissant deuxième puisqu'il y aura en troisième journée, il y aura Ah oui. il y aura un Iran Émirats Arabes Unis. Non, mais ça va être excitant. Hein. Donc ce groupe C Nico. peut être assez incroyable parce que voilà, bon, on va pas se mentir et ça va nous permettre de faire la transition vers les matchs de demain. Demain, l'Iran joue contre Hong Kong à 18h30. Bon, comment dire, on va pas ménager le moindre suspense sur ce match-là. Non. La question, c'est combien Hong Kong va en prendre. Ah. Je pense. Non, je pense quand même plus que. Enfin, si l'Iran joue comme contre la Palestine, il y en aura plus que 4. Bah après, tu vois ce que ça dépendra de comment je suis d'accord avec toi et je pense que l'Iran va démarrer de la même manière qu'ils ont démarré face à la Palestine, c'est-à-dire ça va être ils vont prendre des fusées. Mais tu vois la question que je me pose parce que c'est toujours le problème avec ce genre de match et tu vois c'est presque ce qu'on pourrait dire sur l'Ouzbékistan face à l'Inde un petit peu toute proportion gardée parce que là le décalage est encore plus grand. Il y a aussi la possibilité que l'Iran mène rapidement 3-4-0 et que ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ? Que derrière, voilà. On va aller se peser. Voilà. La plus grosse victoire en Coupe d'Asie ? Ouh, c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout là. Tu me donnes 2 minutes et je te cherche ça. 2 minutes, je suis peut-être ambitieux. Hein. Oui. Oui. Jusqu'à l'émission prochaine, peut-être. Attends. J'ai dit 2 minutes. Alors attends, on va y aller. Vas-y. J'ai dit 2 minutes. J'ai dit 2 minutes. Je peux parler un peu du match de Caio Canedo pendant ce temps pour les Émirats qui ont encore été dégueulasses. Vas-y, je t'en prie. Oui. Ça me permet de gratter du temps. Vas-y. Avec plaisir. Contre Hong Kong, j'avais déjà trouvé son match affreux par rapport à ses petits camarades d'attaque. Mais alors là, son match, encore une fois, était compliqué. Hein. Mais... Oui. Non, mais Canedo, ok, il nous a amusé un petit peu avec ses petits gestes contre Hong Kong. Mais il n'a pas plus grand chose, il n'a plus ce coup de rein qu'il avait il y a quelques années avec Elaine. Et là, voilà. Il me fait penser à ce qu'a fait Jordan Boss avec l'Australie aujourd'hui, c'est-à-dire que hop, ça, petit passement de jambe et tout, passe en retrait. Voilà. C'est ça. Et quand c'est pas une passe en retrait, c'est une passe qui finit soit dans les pieds d'un adversaire, soit en touche. Donc. D'ailleurs, tu t'en penses quoi de Areb Abdullah Souil qui apparemment est une belle promesse pour l'avenir du côté émirati, le numéro 21 qui est rentré à la place de Ali Saleh. On m'en dit beaucoup de bien. Honnêtement, je serais de mentir que je connais particulièrement beaucoup les jeunes. Je t'avoue que je connaissais surtout Sultan Adil. Après, pareil, j'en ai vu un peu de bien, mais j'en pense pas grand-chose honnêtement. Je préfère être honnête. D'accord. Okay. Bon, je vous donnerai la réponse demain, j'ai pas trouvé en 2 minutes. Ça sera pour la prochaine épisode. Iran 8-0 face au Yémen du Sud en 76, nous dit Monsieur Cast. Peut-être. On verra. Il a tout le temps raison, Monsieur Cast. Eh ben alors, on va lui faire confiance. C'est voilà. Confirmation ou pas demain. Et voilà. Confirmation ou pas demain. Ça peut aller sur ces eaux-là, mais en fait, c'est vrai que de nos jours, je trouve, tu vois, c'est valable dans toutes les compétitions, à part l'équipe de France qui s'est amusée à mettre une grosse tôle récemment. Généralement, quand l'écart commence à devenir très très grand, ça s'arrête un peu ça s'arrête dans des compétitions comme ça. Surtout quoi, après globalement, je trouve que les nations moyennes asiatiques montent plus rapidement en niveau que ne montent progressent encore les grosses nations. Donc je trouve que l'écart se resserre un peu par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. Donc Bah, voilà, et tu vois, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ça fait un peu le parallèle avec l'Afrique dont on parlait l'autre jour avec Farouk, justement, tu as aussi ces nations, les petites nations et les nations émergentes, à quelques exceptions, et c'est aussi ce qu'on reproche par exemple à l'Inde, ne se comportent plus comme des petites nations. C'est-à-dire qu'elles essayent de faire... voilà, elles ont l'ambition de proposer quelque chose, ce qui n'était pas autrefois le cas.
Autrefois, ça, c'est c'était sûr. on parque les bus et puis on balance le ballon et on attend que les vagues reviennent. Donc, Oui, c'est sûr. ça, c'est terminé. Ouais. Bah, l'Indonésie, le meilleur exemple. L'Indonésie qui revient de très loin footballistiquement et qui, depuis maintenant quelques années, essaie de construire des choses. C'est pas tout le temps parfait, mais notamment en termes de jeu, ça essaye de jouer quand même. Ça essaye vraiment de Exactement, jouer. exactement. Et on le voit par exemple cette année dans cette Coupe d'Asie, même si c'est aussi le fruit d'un travail, mais justement c'est le fruit d'un travail qui a amené là le Tadjikistan par exemple. Voilà. Oui. Non, T'as pas la sensation qu'ils découvrent les lieux, hein. non. Donc voilà. Bref, voilà le programme de demain. 12h30, Irak-Japon. On le fera en live, les amis. Si tu veux venir, Moi, je serai Kylian, dans tu peux. l'avion, Hein. moi. Ah, je peux pas, je suis Dans désolé. Moi, l'avion. je peux rien faire d'ici dimanche. Moi. Donc je serai avec Boris. Voilà, on parlera Irak et Japon. Donc on va pas se mentir, c'est le match excitant de la journée de demain. Voire même de cette deuxième journée des phases de J'ai pas poule. osé le dire. Tu peux. J'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que c'est le gros match excitant. Donc on se donnera rendez-vous vers 12h20, hein, Nico, toujours au même endroit. Vous en avez Nico, l'habitude. Oui, Nico, tu sais que j'ai failli décaler mon vol pour le voir. t'aurais dû, Je mec. te jure, parce que moi, mon vol, il est à 8h du matin et j'aurais pu y avoir un vol à 23h, voire minuit. Et ça allait me coûter quelques euros en plus. J'ai beaucoup hésité. Et Ah, je d'ailleurs, pense que demain, ça va apparemment. hésiter cette nuit encore. Non, mais. Non, mais tu sais, Nico, malheureusement, j'ai eu une info. Apparemment, alors là, apparemment, ça serait vrai. Toutes les places sont sold out. Eh ben, écoute, on Apparemment, verra demain, mais franchement, ça tout est serait pas vendu. étonnant hein, parce que on l'a dit à l'instant et Kylian l'a dit, c'est le match le plus excitant probablement de la deuxième journée. Donc, dans tout groupe confondu. Bref, 12h20, Irak-Japon, on sera avec Boris tranquillement, comme l'autre jour, et je pense qu'on s'ennuiera beaucoup moins que lors de Liban-Chine, ça c'est sûr. Mais ça permettra aussi de parler. Bon, le football japonais, vous en avez l'habitude sur Hello, mais on parlera aussi de football irakien. Ça, c'est le match de 12h30, 15h30, Vietnam-Indonésie, qui est assez intéressant sur le papier aussi, parce que toujours cette course à la 3e place dans ce groupe-là, qui va concerner ces deux nations-là, et forcément, s'il y a un vainqueur, il se met bien. Deux nations qui s'affrontent souvent en plus. Ouais, Donc, exactement. ça rajoute à la rivalité. Voilà, et une fois que vous aurez fait le gros match, le match un petit peu la petite sucrerie sympathique qui mérite le coup d'œil, vous pourrez passer à la bonne grosse boucherie Hong Kong-Iran, 18h30. On avait eu un énorme message envoyé par l'Iran, on en avait déjà fortement parlé lors de la première journée. On va voir si les Iraniens ont envie d'appuyer leur message face à Hong Kong. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup appuyer pour battre Hong Kong, mais voilà, on va voir surtout je pense que c'est la seule chose qu'il faut regarder avec attention, hein, Kylian et Letko. Ça va être l'intensité que l'Iran va mettre dans ce début de match, concrètement. Moi, j'ai peur que l'Iran soit son propre adversaire, donc c'est lui qui va devoir dicter la rencontre. Si l'Iran est appliqué et veut terminer très rapidement et valider son ticket en 8e de finale, il va falloir mettre le bloc de chauffe dès le début du match et tout de suite. Après, c'est ce qu'ils normal, ont. Après, c'est ce qu'ils ont fait face à la Palestine. Hein. C'est ce qu'ils ont fait face à la Palestine. Il va falloir réitérer ce scénario-là. Et je pense que il n'y aura pas de difficulté pour l'Iran d'avoir les 3 points. Il y aura un petit goal average encore plus avantageux pour valider sa place en 8e. Ouais, et pour ceux qui nous écoutent, s'il y a 3-0 à la mi-temps, switchez sur la canne parce qu'il n'y aura plus rien à voir en seconde. Ouais, probablement. En fait, c'est un peu le risque de la chose. Vietnam et Indonésie, ça a bien joué lors du premier match malgré les défaites. Ouais, Indonésie, je serais un petit peu plus dubitatif sur le ça a bien joué. Hein. Ça s'est bien fait bouger par l'Irak quand même. Hein. Très déçu. Vietnam, oui. Surtout quand tu vois l'adversaire qu'ils avaient. Et encore, il y a beaucoup de choses à dire sur le Japon, qui a beaucoup de choses à se faire pardonner, je trouve, sur ce match 2. Qui va pas pouvoir se permettre de le faire comme de le jouer de la même manière que face au Vietnam, je pense, face à l'Irak. Mais c'est aussi tout l'intérêt de ça. En tout cas, voilà, on a une belle journée de Coupe d'Asie demain. Donc, 12h20 pour le live. Et puis sinon, vous connaissez les lieux, vous connaissez l'endroit. 23h, après le match de Coupe d'Afrique, hein, ça dépend toujours des arrêts de jeu, ça dépend du temps qu'on arrive à se connecter les uns les autres.
qu'on se vanne. Ah, quoique peut-être demain, je crois que je vais être peut-être tout seul. En fait, demain, je sais pas. Je sais pas encore. Farouk est pas là. Et je suis pas sûr d'avoir quelqu'un sur l'Asie demain. Donc voilà, non, bref. je suis pas là, désolé. Ouais, puis Baptiste prépare son déplacement en Corée du Sud. Donc non, je pense que je serai tout seul demain. On Donc verra. on démarrera à l'heure. Et On verra, Nico, si tu es sage, je pourrais peut-être passer, mais c'est pas sûr. toi, avec l'avion, tu risques. Ah non, ça va. T'as combien d'heures d'avion? 2 heures, 2 heures et Non, demie? ça va, j'ai 6 heures. J'ai 6 6 heures. heures de vol. Donc Ouah, easy, ça le va. mec. Ça va. Bon, bah écoute, peut-être Ça qu'il y va. aura Letco On verra. demain soir. En tout cas, on sera là à 23h pour un nouveau jour de coupe. Merci, messieurs, d'avoir été avec moi. Merci, Letco, d'avoir été dans les stades. Je pense que t'as kiffé quand même. Ouais, franchement, comme je l'ai mis sur Twitter, je pense que j'ai vécu la plus belle semaine de ma vie footballistiquement. J'ai vécu une semaine riche en souvenirs, en spectacles, en buts. J'ai eu de la chance d'avoir à chaque fois des buts, des scénarios, des supporters qui ont été tous autant enthousiastes que les uns des autres. C'était vraiment la fête. Voilà. Bon, au début, quand je t'ai expliqué, ça met doucement à rentrer, que la hype monte. Et elle est montée vraiment crescendo, comme je te l'avais expliqué. Et je finis sur les chapeaux de roue avec un beau Palestine-Émirat avec 47 000 spectateurs, une belle ambiance, pas d'animosité, toujours le respect, etc. Donc, il n'y a jamais eu un souci de mauvais comportement ou quoi. Donc, voilà, c'était la fête de A à Z et je garderai un excellent souvenir de cette Coupe d'Asie et en partageant aussi les débriefs avec toi et toute l'équipe Hello. Ça a été un très bon moment et voilà. Et Donc, puis ça a été, j'espère le refaire pour une compétition. Ouais, et puis je te dis, tu peux revenir quand tu veux dans les émissions le soir. Il n'y a aucun souci si tu continues à regarder les C'est matchs. gentil. Avec grand plaisir. Merci Kylian Merci, en tout d'avoir fait ta première en audio sur Hello. Ouais. Mais merci de l'invitation. Puis j'espère en faire un peu plus la semaine prochaine. Cette semaine, malheureusement, j'étais malade. Donc, écoute, j'ai avorté un peu. Tu sais comment ça marche. Tu sais Oui, quelle case il faut remplir. Ouais, mais je vais le faire dès maintenant, d'ailleurs. Ça marche. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. D'être aussi nombreux. Il y a des habitués, des petits nouveaux qui arrivent tous les soirs, ça fait plaisir. Comme je disais tout à l'heure, bienvenue sur la planète Hello à tous les petits nouveaux. Si vous ne connaissiez pas, c'est l'occasion. Ça fait 15 ans qu'on est là quand même. Voilà, vous voyez la barbe blanche. Au début, il n'y avait pas de barbe blanche. Merci. Merci à tous. Merci à ceux qui écouteront cette émission en replay sur les plateformes de podcast, sur YouTube, parce qu'elle va y aller tout de suite derrière. Elle sera demain matin. Généralement, je programme pour qu'elle soit publié le lendemain matin. On se retrouve demain, 12h20 pour Irak-Japon, 23h pour jour de coupe. Bonne nuit à tous et à demain. Salut.